Alors, bienvenue à la première masterclass de philosophie de la psychiatrie du diplôme interuniversitaire de philosophie de la psychiatrie. Je suis Tudy Gauzet, psychiatre et chercheur, enseignant-chercheur en philosophie de la psychiatrie. Euh, on va vous prendre un petit temps pour vous présenter cette formation du diplôme interuniversitaire de philosophie de la psychiatrie qui est co-animée avec le professeur Michel Sermolach de l'université Aix-Marseille et le professeur Jean-Arthur Micolo-Franchi de l'université de Bordeaux. Pour ma part, je suis à Toulouse. Alors, le diplôme interuniversitaire de philosophie de la psychiatrie, c'est une formation qui existe depuis 2019, je crois. Donc, on en est à notre cinquième année. Euh, Nous proposons une formation de 120 heures qui vise à s'approprier les grandes notions de philosophie de la psychiatrie avec deux axes majeurs. Un axe qui porte sur l'épistémologie, donc la philosophie des sciences relative à la psychiatrie et aux neurosciences, et un axe relatif à la phénoménologie de l'expérience psychiatrique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut étudier scientifiquement l'expérience vécue en première personne. Le diplôme de philosophie de la psychiatrie est composé de quatre séminaires, enfin trois séminaires et une école d'été. Je vais vous en présenter rapidement les enseignements. Alors là, je vous montre le programme de l'année actuelle. En général, ça change un peu tout le temps, mais ce qui reste fixe, c'est les différents axes pédagogiques entre chaque ville. Donc, il y a un séminaire en présentiel à Bordeaux aux alentours du début de l'année, en janvier, qui porte spécifiquement sur les questions de philosophie de la psychiatrie, philosophie de la épistémologie de la sémiologie et des classifications en psychiatrie. Ensuite, on enchaîne sur un séminaire à Toulouse aux alentours de mi-mars qui porte plus précisément sur la méthode phénoménologique, tant en philosophie qu'en psychopathologie. Ensuite, à Marseille, aux alentours de mai, nous étudions différentes options de rencontres entre science et subjectivité autour des concepts de neurophénoménologie, de recherche qualitative euh, et de psychopathologie phénoménologique. Et enfin, la nouveauté depuis 2 ans et qu'on améliore chaque année, c'est notre école d'été qui a lieu cette année à Toulouse. L'année dernière, c'était à Lyon. On change de ville un peu chaque année. On propose tous les ans d'explorer des thématiques qui ne sont pas forcément nos thématiques de prédilection. Euh, voilà, pour exercer notre pensée philosophique en dehors de nos domaines habituels. Donc cette année, par exemple, on va étudier les différentes philosophies du soin entre psychiatrie communautaire, psychothérapie institutionnelle et approche centrée sur le rétablissement. Si vous êtes intéressé par la formation, vous pouvez nous contacter sur ce mail, donc diu philosophie psychiatrie @gmail.com ou sur notre site internet, donc philosophie de la psychiatrie.com. Si vous êtes intéressé pour rejoindre la formation, on vous conseille vivement de nous écrire en nous envoyant un CV et une lettre de motivation succincte, hein, pas de prise de tête, mais soit dans l'été, soit début septembre, parce que nous avons souvent beaucoup de demandes on essaie de limiter le nombre d'admis pour pouvoir avoir la meilleure qualité d'accompagnement pédagogique. Donc, on limite autour de 25 inscrits. Euh, voilà. Je vais laisser la parole au professeur Nicolo Franchi qui va donc présenter notre orateur ce soir. Merci beaucoup, tu dis. Donc, on est très heureux d'accueillir professeur Fabrice Bernat pour cette première masterclass de cette année 2024-2025. La logique du DU, c'est d'avoir les enseignements du DU, mais aussi d'ouvrir en accès libre à des masterclass qui seront en accès également libre sur notre chaîne YouTube pour pouvoir diffuser une pensée sur la philosophie de la psychiatrie. Donc cette année, on commence avec professeur Fabrice Bernat, qui est professeur des universités à l'université de Strasbourg, qui est psychiatre chef de service au service de psychiatrie
du CHU de Strasbourg. Et il travaille comme chercheur à l'unité INSERM neuropsychologie cognitive physiopathologie de la schizophrénie. Il est également vice-président formation du CUMIC, le Collège universitaire de médecine intégrative et complémentaire. Il y a un item aux ECN, qui est l'item 327, qui est sur la médecine intégrative, une dimension qui a intégré les savoirs à enseigner aux étudiants en médecine. Et il s'inscrit, ben, je pense, dans l'enseignement et le travail universitaire qui est porté par une idée qui a fondé l'université, c'est celle de la liberté académique. Liberté académique n'est pas qu'un simple principe, qui est également un principe inscrit dans la loi en France, la loi Favre de 1968, la loi Savary de 1984, et qui pose le fait que dans le cadre de sa fonction, un universitaire a une entière liberté de développement scientifique, créateur, créatrice et critique. Et je pense que Fabrice Bernard s'inscrit dans cette logique qui est de passer à la critique les évidences et de montrer que les choses ne sont ni noires ni blanches, mais dans des zones où il faut pouvoir nuancer l'approche et en particulier critiquer, ça veut dire passer au tamis, ça veut dire faire le tri des choses. Et il va nous parler donc avec un titre un peu provocateur, mais le fond est philosophique, c'est les enjeux de la science en psychiatrie. Avec ce titre, la psychiatrie est-elle une pseudoscience? Analyse des tâches aveugles de deux religions scientifiques, le scientisme et le rationalisme. Alors, merci beaucoup, Fabrice, d'être avec nous pour cette masterclass et de participer à la philosophie de la psychiatrie à son développement ainsi. Merci beaucoup, Jean-Arthur. Voilà, je voulais pour ton introduction, je voulais vous remercier tous les trois, le professeur Nicolo Franchi, le professeur Samolacce et le professeur Gauzet pour votre invitation à ce séminaire de philosophie de la psychiatrie. Je ne vous cache pas qu'en réalité, je n'avais pas compris tous les enjeux. Au début, je pensais que ça allait être une petite discussion entre nous, informelle, sur ce thème de psychiatrie et pseudosciences, qui allait être dans un petit comité fermé. Et puis, vous m'avez informé la semaine dernière que ça allait être ouvert au grand public sur un sujet qui est quand même un peu une bombe. Et si j'avais réfléchi à deux fois, j'aurais peut-être choisi un titre un peu plus nuancé. En fait, ce titre, il s'est fait un peu dans un échange de mails un peu animé. Et voilà, donc maintenant, j'assume ce titre que j'avais proposé. En vous faisant une petite confidence, c'est que quand j'étais étudiant en médecine, quand on m'avait, quand certains de mes collègues ou d'amis me disaient, mais tu sais, la science est une religion, je crois qu'il n'y a rien qui m'énervait plus que ça, en fait. Et finalement, avec un peu d'expérience et en ayant trempé un peu dans la science, je comprends un peu mieux où cette affirmation très agressif, peut-être très direct, pouvait avoir son espace voilà, de pertinence. Et c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui, entre autres. Alors, je vais pouvoir afficher ma présentation. Il faut peut-être que tu sortes de la tienne ou je la superpose. Tu dis? Tu dis, je peux la... Pardon, excuse-moi. Oui, je ne sais pas comment couper le partage d'écran. partager mon Ah, attends, écran. voilà. Là, j'ai pu mettre le mien. Normalement, ça Allez. devrait être bon. Ah ben c'est super, voilà. C'est bon? OK. OK. Et puis, je voulais vous féliciter aussi tous les trois pour avoir créé et faire vivre ce DU qui est absolument essentiel, je pense, pour notre discipline. Euh, voilà, merci à vous de le faire vivre. Donc voilà, le titre, La psychiatrie est-elle une pseudoscience? Et c'est ça qui va nous attirer pendant quelques temps. Alors, comme il est un peu de tradition dans nos présentations scientifiques, on doit toujours préciser d'où on parle et nos potentiels conflits d'intérêts. Donc, je tiens à préciser que je n'ai pas de conflit d'intérêts avec l'industrie. Et j'ai précisé à côté aussi différentes affiliations qui peuvent expliquer certains points que je vais développer aujourd'hui. Choisir psychiatrie, bien sûr, puisque le titre un peu provocateur et peut-être agressif contre la psychiatrie va être surtout un plaidoyer pour choisir psychiatrie. Donc, chacun s'y retrouvera, en tout cas les psychiatres dans cette salle. Je précise mon affiliation à Fondamental et à la Société internationale Wernicke-Klaes-Léonard. Pourquoi? Parce que ce sont deux sociétés ou deux entités qui pensent la psychiatrie, qui pensent la nosologie avec des paradigmes radicalement différents. Et donc, voilà, j'essaie d'être un peu au milieu de tout ça. Et le Collège universitaire de médecine intégrative et complémentaire est encore un pas, je dirais, extérieur supplémentaire, euh, puisque certains considèrent que certaines des approches de médecine complémentaire sont des pseudo-médecines ou ne sont même pas de la médecine. Donc en fait, ce titre, il est provocateur parce que il induit finalement assez directement la question suivante, c'est mais comment la psychiatrie pourrait-elle ne pas être une science? En fait, comme si finalement
on remettait en question un élément acquis qui est que la psychiatrie fait partie de la médecine, donc c'est une science. Et donc je peux entendre que cette question-là puisse être potentiellement provocatrice. Et c'est vrai que aujourd'hui, on entend souvent aussi dans l'espace public ou dans les discussions entre collègues, bien écoute, moi je suis médecin, donc comme je suis médecin, j'ai une formation scientifique. Pour des personnes qui ne sont pas médecins, beaucoup se plaisent à dire qu'ils ont aussi une formation scientifique ou qui se disent plutôt cartésiens. Et finalement, cette revendication, elle est entendue comme quelque chose qui est aujourd'hui très socialement valorisé, puisque être scientifique, avoir de l'esprit critique, eh ben, c'est perçu par le grand public et notamment dans notre communauté médicale comme étant quelque chose qui est bien, comme quelque chose qui est hype, on va dire. Alors, partant de là, je vais vous exposer un petit peu mon point de vue. Il est vrai qu'avoir des certitudes est souvent sécurisant. Et pour beaucoup, dans l'espace public, effectivement, la science est comprise comme étant un outil venant apporter des certitudes, venant en quelque sorte résoudre aussi des angoisses ou des incertitudes quant à différents domaines, comme la santé notamment, et donc apportant des certitudes. Mon expérience personnelle de confrontation à la science m'a plutôt amené à cette idée que la science est un outil ou un- une institution qui produit de l'incertitude. C'est plutôt comme ça que je la vis. Et je veux dire que pour pouvoir remettre en question mes propres certitudes, eh bien, enfin, avoir pu remettre au cours de mon parcours mes certitudes en question, ça a été parmi les plus grandes satisfactions intellectuelles que j'ai pu ressentir. Euh, et donc, de mon point de vue, de mon expérience, je prends conscience que plus j'ai des certitudes sur un sujet plus complexe, plus je commence à douter de moi-même en me disant, mais peut-être que je me suis enfermé dans un mode de pensée un peu étroit. Et donc, mon propos va être de vous partager un certain nombre de questionnements que j'ai eus et de certitudes qui sont tombées en approfondissant certains sujets. Avant de répondre à la question, donc, est-ce que la psychiatrie est une pseudoscience? Eh bien, il nous faut passer par une étape un peu incontournable qui est pour moi de se poser la question, quelle est la différence entre une vraie et une fausse médecine? Et ça nous rapproche donc au sujet que j'ai approfondi via ma vice-présidence au CUMIC. Quelle est la différence entre ce qu'on appelle la médecine conventionnelle et les pratiques de soins non conventionnels? Et vous allez voir qu'on est dans une situation un peu de paradoxe à la française, qui n'est pas purement français en réalité, sur ce critère de définition. Donc pour aborder la question, on peut s'appuyer sur les critères de définition que nous fournit le ministère de la Santé et qui nous dit que les pratiques de soins non conventionnelles, donc c'est ce terme qui est donné pour des pratiques comme l'acupuncture, l'homéopathie, l'ostéopathie, la naturopathie, etc. Donc on dit que ces pratiques de soins non conventionnelles sont définies par ce qu'elles ne sont pas, donc une définition par la négative. Et le site du ministère nous précise qu'elles ne sont pas intégrées à la médecine conventionnelle. Donc c'est pour ça qu'elles se développeraient parallèlement à la médecine conventionnelle. Deuxièmement, elles ne sont pas enseignées dans la formation initiale des professionnels de santé. Et troisièmement, elles ne seraient pas reconnues au plan scientifique par la médecine conventionnelle. Donc en gros, la définition d'une pratique de soins non conventionnelle, c'est qu'elle n'est pas conventionnelle. Et donc ça nous amène à la question, finalement, si on définit les pratiques de soins non conventionnels par rapport à ce que n'est pas, ce que ne sont pas ces pratiques et par rapport à la médecine conventionnelle, la question c'est quoi la médecine conventionnelle? Eh bien, la médecine conventionnelle, justement, n'a pas de définition. Pour en être certain, j'ai posé la question directement à la présidente de la section santé publique de l'Ordre des médecins qui a été impliquée dans cette réflexion et qui m'a répondu, aujourd'hui, aucun texte ne définit juridiquement la médecine conventionnelle et ses critères. Seules les autorités publiques, la direction des enseignements, etc., sont amenées à définir ce qui fait le programme de ces études. Mais ceci ne répond pas à la question, donc en fait, la médecine conventionnelle n'a pas de définition, ni réglementaire, ni juridique. Et donc, ma proposition, et c'est ce qu'on a pu publier dans un article qui va sortir dans Pédagogie médicale, c'est que la médecine conventionnelle devait se définir parce elle n'est pas non conventionnelle. Vous comprenez la pointe de provocation qu'il y a dans cette définition, c'est-à-dire que définir un terme parce qu'il n'est pas, eh bien, amène parfois à ce type de contradiction. Donc, il nous faut approfondir un peu plus ce qu'on entend dans ces critères. Et peut-être pour vous donner un exemple un peu plus concret de ces paradoxes à la française, on va prendre l'exemple de l'acupuncture, qui est pour moi assez paradigmatique. Donc, l'acupuncture, elle est classée par le ministère de la Santé parmi les pratiques de soins non conventionnelles, alors même qu'elle est réservée aux médecins et aux professions médicales. Les sages-femmes ont aussi le droit de l'exercer. Et le ministère de l'Enseignement et de la Recherche lui attribue une capacité, ça veut dire un niveau qui est au-dessus du DIU dans l'enseignement universitaire.
Voilà déjà une incongruité, on va dire, entre les positions des deux ministères. Mais quand on prend ensuite la position de l'Ordre national des médecins, qui a été réaffirmée dans son dossier sur les pratiques de soins non conventionnels publié en juin 2023, cette pratique, elle est citée dans le rapport sur les pratiques de soins non conventionnels, mais elle est citée un peu plus loin, donc, et en plus, elle est citée un peu plus loin parmi les pratiques de soins non conventionnels qui sont utilisées dans les soins de support, notamment en oncologie. Mais un peu plus loin, elle est appelée un procédé thérapeutique appelé à tort non conventionnel. Et donc là, on a quelque chose qui est tout à fait particulier dans ce dossier, c'est qu'elle est classée, l'acupuncture est classée ni dans les pratiques conventionnelles, ni dans les non conventionnelles. Elle est dans une entité appelée procédé thérapeutique, qui est vraiment une terminologie à la française que personne n'utilise à l'international. Et ceci est valable à la fois pour l'acupuncture, mais aussi pour l'homéopathie et pour la médecine manuelle ostéopathique. Donc on a là un embarras dans cette question de la définition de ces approches. Donc une première façon, c'est de la définir parce qu'elles ne sont pas donc, en opposition à la médecine conventionnelle. Une autre, c'est de regarder quels sont les critères qui permettent de définir ces pratiques de soins non conventionnels. Et, et donc avant ça, oui, c'était pour vous dire qu'en pratique, en réalité, on a du mal à définir la médecine conventionnelle et cette réflexion-là, elle a été menée à un niveau international et la conclusion de travaux assez complets qui ont épluché tout ce qui se porte sur la définition de ces médecines, eh bien, arrive à cette conclusion relativement simple que la médecine conventionnelle, c'est le système de médecine qui est politiquement dominant dans un pays et à une époque donnée. Ce qui explique que le contenu et les contours de la médecine conventionnelle peuvent en fait varier au cours du temps et peuvent varier selon les pays avec, par exemple, les ostéopathes qui font partie de la médecine conventionnelle au Canada alors qu'ils ne le sont pas en France. Et donc, voilà déjà un premier élément pour resituer que ce rapport un peu, cette définition plutôt sociale et ce rapport de dominance qui permet de définir cette médecine conventionnelle qui parfois a été effectivement dénommée comme la médecine occidentale ou la Western Medicine. Donc, si on devait être un petit peu plus provocateur, on pourrait dire que la médecine conventionnelle, c'est la médecine qui est définie comme telle par ceux qui se revendiquent de ce groupe et qui ont considéré que certaines pratiques étaient suffisamment minoritaires pour ne pas faire partie de la médecine conventionnelle. On peut se prendre le temps de le relire une deuxième fois. Cette définition, qui est une interprétation toute personnelle, montre simplement là le critère de dominance qui est impliqué dans cette définition de la médecine conventionnelle et de ce qui est non conventionnel. Donc maintenant, attardons-nous aux critères. Donc très rapidement, je vais passer rapidement en revue, puis ce n'est pas le sujet pour nous aujourd'hui. Donc il est dit que ces pratiques ne sont pas intégrées à la médecine conventionnelle. En réalité, c'est faux, puisque un certain nombre d'entre elles, comme l'acupuncture notamment, eh bien, sont intégrées, notamment dans les soins de support, par exemple. Elles ne seraient pas enseignées au cours de la formation initiale des professionnels de santé. C'est faux également, puisque Jean-Arthur Nicolo-Franchi vous rappelait juste avant qu'il y a un item consacré à cet enseignement et qu'il y a aussi d'autres DU qui sont enseignés dans le cadre de la formation des professionnels de santé. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est ce dernier critère qui va être celui qui fait référence à la science, donc cette notion qui va opposer science et pseudoscience. Donc on dit qu'elles ne sont pas reconnues au plan scientifique par la médecine conventionnelle. Et ce critère de non-reconnaissance est fondé sur deux éléments: la preuve d'efficacité de ces approches, et deuxièmement, la théorie qui est sous-jacente, à savoir, est-ce qu'on peut considérer cette théorie comme scientifique ou au contraire pseudo-scientifique. Je vais m'attarder maintenant sur ces deux éléments. Donc le ministère affirme concernant déjà la médecine conventionnelle que cette médecine s'appuie sur des traitements qui ont toujours obtenu une validation scientifique. Je vous invite, c'est vraiment à regarder sur le site, c'est vraiment comme ça que c'est écrit. Donc ces médicaments ont toujours obtenu une validation scientifique, soit par des essais cliniques, soit par un consensus professionnel fort. Cette affirmation, elle est vraie, elle est simplement à nuancer parce qu'il y a un certain nombre d'exceptions. Il existe des exceptions déjà par le fait que certains traitements qui disposent d'une AMM aujourd'hui sont en réalité sans efficacité démontrée. Heureusement, il n'y en a pas tant que ça, mais par exemple, on peut vous citer l'acétyleucine dans les vertiges, le fameux Spasfon qui a fait couler beaucoup d'encre encore récemment dans les troubles des règles, certains antitussifs. Le paracétamol, par exemple, dans les lombalgies, qui n'a pas montré de supériorité par rapport au placebo, etc., etc., alors qu'il dispose d'une AMM. Mais indépendamment de ça, après même que des traitements aient été validés sous la base d'études cliniques randomisées contrôlées contre placebo, eh bien, l'utilisation en pratique dans notre médecine conventionnelle eh bien, montre un certain nombre d'irrégularités. Par exemple, en médecine générale, 10 à 20% des prescriptions qui sont hors AMM, ça veut dire des médicaments qui sont détournés de leur usage,
et ceci se faisant sans validation scientifique, avec parfois des risques qui sont injustifiés. On pourrait citer aussi 75% des médecins généralistes qui reconnaissent prescrire des substances à visée placebo au moins une fois dans la semaine. Ça veut dire des traitements qui sont utilisés hors d'une indication de type AMM classique. Et puis, pour le domaine qui nous intéresse, comme les antidépresseurs, eh bien, on sait qu'il y a de nombreuses surprescriptions d'antidépresseurs. Ça veut dire des prescriptions qui ne sont justifiées par aucun diagnostic vraiment précis, ou bien dans une extension d'AMM tout à fait contestable. Et donc, une fois qu'on a abordé rapidement la question de la science, et si on devait faire le parallèle avec les pratiques de soins non conventionnels, oui, certaines, effectivement, enfin, le niveau de validation de ces pratiques de soins non conventionnelles est très faible, mais ça ne suffit pas à les définir comme telles, puisque certaines d'entre elles, par exemple l'acupuncture dans certaines indications très précises, eh bien, peut avoir un niveau de validation plutôt intéressant. Donc, le critère de la science ayant été abordé assez rapidement, on va pouvoir s'intéresser maintenant au côté pseudoscience et à la théorie qui est derrière ces approches. Et pour ça, ça nous oblige à faire un petit détour par les travaux qui se sont employés à tenter de trouver une démarcation claire, philosophique, entre ce qui est une science et une pseudoscience. Et je vous propose de nous focaliser sur un travail qui a été réalisé par Angelo Facce. Il a analysé 21 propositions qui ont été faites au cours du temps par différents philosophes pour différencier science et pseudoscience. Il a collecté ainsi 70 critères et la conclusion de son travail est de dire qu'aucun item n'obtient la majorité des avis. Donc l'item qui était le plus coté obtenait 42% de votes parmi ces différents auteurs. Seul un tiers des items passaient la note moyenne. On voit que ce n'était pas beaucoup non plus. Et pour les items qui avaient au moins 2 votes sur 21, eh bien, c'était à peine 2 tiers. Donc on voit que le niveau de concordance n'était pas très élevé. Il a même essayé de vérifier si on pouvait considérer qu'il y avait un progrès dans la philosophie en comparant les critères proposés il y a de nombreuses années en arrière, une période intermédiaire et puis la période plus récente, et montrant que là aussi, le niveau de consensus était globalement très faible. Au point où on doit se poser la question si cette démarcation est scientifiquement valide au vu de ce manque de concordance entre les différents avis. Alors, il faut être un petit peu plus nuancé dans cette critique, puisque même s'il y a une faible concordance dans ces items, le manque de concordance portait parfois sur des formulations d'items un tout petit peu différentes d'un auteur à l'autre, mais globalement, il semblait se dégager une sorte de consensus général tacite autour d'une définition plus ou moins vague de ce concept, ou même de la pertinence de cette définition. Et donc, c'est ça qui a permis ensuite Angelo Facce de proposer lui-même, finalement, 4 critères pour définir une pseudoscience. Et sachant qu'il y en a beaucoup, je vous ai proposé peut-être de nous appuyer un peu sur celle-ci pour ensuite la décliner pour la question de la psychiatrie plus spécifiquement. Donc, ce qui définit une pseudoscience pour Angelo Facce, c'est tout d'abord qu'elle se présente comme c'est une théorie qui se présente comme une connaissance scientifique alors qu'elle n'est pas scientifique. Ça, c'est un critère indispensable, c'est le discours qui est d'allure scientifique alors qu'il ne s'agit pas d'une science. Deuxième critère, les objets de cette pseudoscience se réfèrent à des entités ou à des processus qui sont hors du domaine de la science. Il les dénomme non métaphysiques. En pratique, quand on regarde un peu la définition qu'il en donne, il fait surtout référence à des phénomènes qui sont observables physiquement, et donc inscrivant cette conception non métaphysique dans un paradigme vraiment matérialiste. Deuxième critique, ces pseudosciences seraient caractérisées par une méthodologie insuffisante ou défaillante. Et donc, cette qualification implique d'avoir une vision à peu près large et exhaustive des différentes méthodes scientifiques utilisées dans toutes les variétés de la science pour pouvoir identifier ce qui en dévie, en fait. Ce qui pose là aussi quelques questions opérationnelles assez complexes et aussi de prendre en compte les mauvaises conduites en sciences, comme les falsifications, etc., qui peuvent finalement exister dans ce qu'on appelle aujourd'hui, entre guillemets, la vraie science. Dernier élément, les conclusions ou les arguments ne sont pas fondés sur des preuves scientifiques. Et donc là, ça fait référence au caractère de la démonstration scientifique pour définir une science.
Alors, on voit que ces différents critères sont des critères de proposition. Il ne confronte pas lui-même ces critères-là à la comparaison avec les autres items qu'il avait analysés. Et il fait une petite remarque à la fin de son article que je trouve intéressante, où il dit l'élucidation de ces concepts n'est pas l'objectif de ce document, bien qu'il s'agisse d'une suite nécessaire pour une fondation approfondie de ce critère de démarcation. En gros, ce qu'il veut dire, c'est que ces items sont certes encore définis de façon floue, et que pour que ce soit vraiment opérationnel, eh bien, il faudrait entrer plus dans le détail de réellement ce que chacun de ces items veut dire. Donc en gros, pour moi, c'est une sorte de proposition qui essaie d'avancer, mais tout en restant confronté de façon presque incommensurable à ce mur qui ne permet pas d'établir une frontière aussi claire qu'elle était espérée. Et donc, pour ça, j'ai de regarder un peu ce que Popper disait au sujet des pseudosciences, et je suis tombé sur une citation qui m'a un peu amusé, parce que je ne connais pas Popper en profondeur, mais qui, en tout cas, m'a interpellé, où il dit sur les pseudosciences que les divisions du savoir sont finalement fictives et extrêmement fallacieuses, et il ne peut pas dès lors y avoir de démarcation nette entre la science et la métaphysique, et la portée de la démarcation, si tant est qu'elle existe, ne doit pas être surestimée. Par exemple, même des pseudosciences peuvent très bien avoir du sens. Ce que je trouve intéressant dans cette définition, c'est qu'on utilise souvent Popper comme le philosophe un peu de référence qui a posé un peu cette question de la démarcation entre science et pseudosciences, notamment sur la base de son critère de falsifiabilité. Mais là, on voit que sa prudence, finalement, et ça c'est dans un de ses derniers ouvrages, sa prudence vis-à-vis d'une démarcation aussi nette du savoir entre, d'un côté, science et de l'autre, pseudosciences. Ce débat-là, il a animé beaucoup d'autres philosophes, et je citerai notamment Imre Lakatos, qui a une position beaucoup plus critique sur cette démarcation, pointant là les risques je dirais, de raisonnement circulaire, auto-confirmatoire, avec cette pirouette que je vous ai illustrée ici. Pour lui, la cohérence pour parler d'une science, enfin, ce qui définirait une science, c'est l'idée que les valeurs scientifiques sont celles sur lesquelles les scientifiques s'accordent, euh, induisant que les scientifiques sont des scientifiques parce qu'ils font de la science, et in fine, la science est ce qui répond aux valeurs scientifiques. Donc en fait, on tourne vraiment en rond sans pouvoir définir de façon très précise, et plus avant, ce qui définit une science par rapport à une pseudoscience. Finalement, Imre Lakatos essaie de sortir de cette opposition binaire entre science et pseudoscience en introduisant l'idée d'un progrès scientifique, possible justement par le développement d'un progrès de recherche qui va amener à tester certaines hypothèses et à contredire des théories qui étaient antérieures, et donc inclut l'idée plutôt d'un continuum avec cette possibilité que une pseudoscience puisse changer de statut et peu à peu évoluer vers une science. Et puis un autre philosophe qu'il faut citer ici, qui a résumé un peu ce débat-là en disant que la question de la démarcation entre science et pseudoscience était un pseudo-problème philosophique. Et donc, avec quelques affirmations un peu provocatrices, ce ne sont que des phrases creuses qui n'ont qu'un effet émotif sur nous. Et le problème doit résider surtout dans la nature irrationnelle de termes tels que pseudoscience, et par conséquent, sa délimitation doit être considérée comme une impasse philosophique. Ces propos sont très durs, et je pense qu'ils permettent en tout cas d'illustrer l'enjeu émotionnel et d'autres enjeux qui ne sont pas que liés à la question de la définition enfin, de la question de la séparation entre science et pseudosciences, et ces éléments donc plus d'ordre social ou sur lesquels on va pouvoir s'intéresser maintenant. Euh, Et donc, une proposition que je ferai de cette différence entre science et pseudosciences, qui reprend un peu ce que je vous disais tout à l'heure au sujet de la différence entre médecine conventionnelle et médecine non conventionnelle, c'est qu'une pseudoscience, c'est finalement ce qui est classé comme tel par ceux qui, au sein de ce qui est défini majoritairement comme, entre guillemets, la science, se revendiquent de la vraie science. Donc, en gros, qui définissent une différence quasi ontologique entre vraie et fausse science, et avec, surtout, des raisons de considérer que cette démarcation est importante. Parce que ce point-là qui est important, la question ou l'obsession finalement de la définition d'une pseudoscience est vraiment quelque chose qui fait intrinsèquement partie de ceux qui ont besoin de se revendiquer du côté de la vraie science. Un autre auteur a essayé de entrer dans ce débat sur la question de la séparation entre science et biologie en proposant justement d'arrêter cette démarcation entre les deux. Son article m'a inspiré un peu la définition suivante, parce que finalement, il essaie de poser deux sortes de définitions et de séparation entre science et pseudosciences, mais finalement sans conclure réellement à la fin de son propos, en tout cas de ce que j'en ai compris, sans réussir parfaitement à conclure.
Donc, in fine, j'en arrive à vous proposer cette définition, qui est une proposition qui vient un peu critiquer le scepticisme dans lequel se revendiquent la plupart des philosophes qui s'intéressent à cette question. Et ma proposition serait la suivante, c'est de dire que les critères pour définir une pseudoscience, au vu de ces différents articles que j'ai pu lire, sont ceux qui, un, paraissent les plus arrangeants pour y ranger dans un même ensemble. D'un côté, les disciplines qui ont été identifiées a priori comme étant des pseudosciences, mais qui n'incluent pas les disciplines qui auraient été identifiées a priori comme étant de la vraie science. Donc pour moi, mon sentiment en lisant ces différents travaux, c'est comment faire en sorte de faire entrer dans la catégorie pseudoscience que j'ai considérée comme étant d'abord une pseudoscience, et tout en protégeant finalement ce que je considère comme la vraie science. Et donc en gros, pour moi, c'est ici une sorte d'illustration d'un scepticisme à géométrie variable qui fait un peu sa cuisine a posteriori pour essayer de délimiter surtout les frontières de la vraie science, parfois même en ayant quelques difficultés à définir cette dernière. Et donc, ce qui, je dois dire, m'a fasciné dans ce débat sur pratique de soins non conventionnels et médecine conventionnelle, et là maintenant entre science et pseudosciences, c'est que face à tous ces flous, finalement, et cette incertitude qu'il y a à définir une frontière entre les deux, eh bien, ce qui m'a étonné, fasciné, je dois dire, c'est cette capacité à voir dans le débat public des positions très radicales basé justement sur cette vision tout à fait binaire en fait du monde, avec d'un côté donc, la médecine conventionnelle qui serait opposée aux pratiques de soins conventionnels, et puis décliné en dessous toute une série d'items qui se réfèrent à ces deux entités. Donc l'une serait scientifique, l'autre serait pseudo-scientifique. La première serait validée par la science, l'autre par la croyance. Il y en a une qui serait irrationnelle, l'autre qui serait irrationnelle, etc., etc. Donc on a là tout un ensemble de qualificatifs qui viennent in fine poser une différence quasiment naturel entre ces deux entités. Euh, et pour moi, il me semble que cette vision-là, en fait, elle est donc non seulement elle est binaire, mais surtout elle occulte deux éléments qui me semblent hyper importants. Et ça, cette réflexion s'est appuyée sur des éléments d'un philosophe bouddhiste. Alors, je ne suis pas du tout bouddhiste et mes connaissances en philosophie bouddhiste sont assez faibles, mais qui a proposé que face à une opposition apparente entre deux concepts, eh bien, cette opposition apparente entre deux concepts se résout par la prise de conscience des éléments exclus dans ce dilemme qui occultent une vision beaucoup plus large finalement du phénomène. Et donc, deux choses peuvent être au minimum occultées ici dans cette opposition binaire entre d'un côté science et pseudoscience. C'est les nombreuses zones de recouvrement finalement entre d'un côté ce qui est la vraie science et de l'autre côté théoriquement la pseudoscience. Zones de recouvrement qui s'accordent avec ce qu'évoquait tout à l'heure Lakatos d'un continuum possible, donc des points de convergence et de recouvrement entre les deux. Et l'autre élément, c'est les éléments de contexte qui maintiennent cette opposition apparente. Donc en gros, pour quelles raisons certains scientifiques ont besoin de poser cette différence radicale entre d'un côté la science et la pseudoscience? Pour quelles raisons il existe des besoins sociétaux d'opposer une vraie et une fausse médecine? Et ça, pour moi, ça vient pointer la question du scientisme, donc cette religion scientifique qu'on peut appeler le scientisme, et qui voit dans la science un instrument de vérité et un outil capable de trancher finalement le débat entre ce qui est vrai et faux et ce qui est entre science et pseudoscience. Le scientisme, c'est plusieurs définitions ont été données, mais je vais vous donner celle que Jürgen Habermas de l'école de Francfort donc, a proposée. Donc, c'est une croyance dans la science qui nourrit la conviction que l'accès à la connaissance doit passer par la science. Au lieu de considérer la science donc comme un moyen d'accès à la connaissance, la science devient l'outil indispensable qui définit la vérité, qui définit la connaissance. Et une autre philosophe américaine a proposé des indices pour identifier le scientisme. Il ne s'agit pas de critères du scientisme, mais plus des éléments qui vous font flairer un petit peu l'odeur du scientisme qui se présente. Et pour elle, la mise en avant de la science dans un récit glorifiant un peu ses triomphes ou les dérivés de la science fait partie d'éléments qui doivent nous mettre sur la piste possible du scientisme. Ou bien appeler les techniques scientifiques dans un tas de débats sociétaux où la place de la science finalement ne paraît pas si adaptée que ça. Un autre élément qui me semble très important, c'est cette préoccupation ou cette obstination d'une frontière entre réalité et pseudoscience, qui est typiquement une question de préoccupation des scientistes.
puisque finalement, cette définition d'une fausse science leur permet d'affirmer leur identité, entre guillemets, de vraie science, et sans cela, finalement, leur existence peut être potentiellement mise à mal. Euh, la préoccupation de la même façon pour une méthode scientifique qui permettrait d'expliquer le succès scientifique, etc., etc. Et un autre élément qui est très important, c'est cette tendance à dénigrer la légitimité ou la valeur d'autres formes de recherche, et notamment des recherches plutôt dans le domaine des sciences sociales, qui peuvent être facilement considérées aussi parfois comme de nature pseudo-scientifique dans certains cas. Et donc, on a réfléchi à cette question avec quelques collègues. On a publié cet article l'année dernière qui est celui-ci, donc, dont le titre de ma conférence s'inspire, Le scientisme tâche aveugle dans la formation au raisonnement scientifique en médecine. Ce qu'on a voulu questionner ici, c'est finalement cette, ce risque qu'il y a dans notre formation médicale à développer un esprit critique centré surtout sur justement ce que seraient ces pseudomédecines, qui amènerait in fine à conforter une forme de croyance euh, trop élevée dans le caractère scientifique de notre propre médecine, sans pouvoir regarder justement ces tâches aveugles et ces endroits dans lesquels finalement notre médecine dite conventionnelle n'est peut-être pas aussi scientifique qu'elle le prétend. Et ne pas voir en fait cet élément important de notre médecine conventionnelle, eh bien, ça peut expliquer aussi, à mon sens, des positions qui deviennent radicales avec des personnes qui, peut-être par encore immaturité dans leur profession, eh bien, considèrent que leur médecine est vraiment une médecine scientifique, que toutes leurs actions sont fondées sur la science, ce qui est bien évidemment, enfin, en tout cas dans la médecine que je pratique moi, je ne vois absolument pas d'éléments qui me permettent de me conforter que chaque acte que je pose est un acte qui est sous-tendu par des preuves scientifiques. Bien évidemment, il s'en inspire, mais de là à dire que la pratique médicale est guidée par la science, c'est vraiment quelque chose d'excessif. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'est de comprendre en fait ce qu'il peut y avoir derrière ces discours militants et cette croyance dans la science qui sous-tend ces discours militants. Donc, ce que je vous propose de regarder maintenant, c'est comment, face à ce domaine d'incertitude, et en dehors encore de la psychiatrie, on va y venir bientôt, comment certains tranchent le débat de cette frontière compliquée entre science et pseudoscience par ce que je vais appeler le credo rationaliste, scientiste. Alors, je ne vais peut-être pas tant définir que ça la question du rationalisme, mais plutôt pour me concentrer sur le scientisme, et on y reviendra peut-être dans vos questions si vous en avez. Donc ce credo rationaliste qui va opposer d'un côté les pseudosciences et la notion d'obscurantisme avec les sciences et cette référence donc, assez constante aux lumières ou à la raison pour euh, en quelque sorte résoudre cet inconfort qui est lié à l'incertitude de cette frontière entre science et pseudosciences. Donc, petite citation là encore, quand les hommes ont décidé de ne plus croire en Dieu, ils ne se sont pas mis à ne plus croire en rien, ils sont même devenus capables de croire à tout. Cette affirmation est un peu provocatrice, et je vous ai mis juste en dessous un article qui s'était intéressé à la foi scientifique, montrant comment finalement les processus de croyance qui peuvent être impliqués dans les phénomènes religieux eh bien, peuvent avoir certains points communs avec la croyance dans la science. Et ce terme de croyance dans la science est de loin pas quelque chose qui est exagéré. Vous lirez cet article entre autres, mais je vais essayer de vous en convaincre par d'autres citations encore. Alors, à titre provocatif aussi, c'est lors d'une petite promenade à Londres à vélo, j'étais tombé sur cette église. Cette 11e église des scientistes. Alors, il y a une vraie déformation dans mon propos. Le terme scientiste en anglais veut dire scientifique, ce n'est pas des scientistes en tant que tels. J'ai trouvé ça assez drôle, en tout cas en lien avec notre présentation, de faire ce petit clin d'œil. Pour vous montrer comment ce cheminement et ce questionnement sur la notion de science et pseudoscience s'applique à la médecine, eh bien, j'ai essayé de m'intéresser à la définition du terme fake med qui est devenu très très populaire dans l'espace public aujourd'hui pour qualifier donc tout ce que sont les pratiques de soins non conventionnelles. Il y a même un collectif qui s'est créé sur ce nom et à la suite d'interactions pas toujours très cordiales avec les membres de ce collectif et notamment leur président et vice-président, j'ai essayé de comprendre, à travers des questions posées à ces auteurs, quels étaient les éléments de critères pour définir ce qu'est une fake médecine par rapport à une vraie médecine. Et ces différentes réponses ont inspiré ce tableau, qui est une proposition de tableau que j'ai ensuite envoyé aux auteurs pour validation. Je n'ai jamais eu de réponse en réalité, mais qui permet de montrer qu'il y a il y a une double façon finalement d'aborder la question de la démarcation entre vraie et fausse médecine.
bien évidemment, et ça revient constamment dans le débat public, encore la semaine dernière, il y avait des affirmations de ce type sur les réseaux sociaux, ce qui fonderait la différence entre une vraie et une fausse médecine, c'est le niveau de validation scientifique. Et donc, d'après l'EFECMED, ce qui est validé, ce qui n'est pas validé, par exemple, au niveau des médicaments, eh bien, c'est ce qu'ils appellent des pharmaco-based FECMED. J'ai par extension considéré qu'il y avait des techniques de chirurgie qu'on pouvait appeler aussi les surgery-based FECMED, puisque dans leur site, ils proposaient aussi de classer dedans des techniques, enfin, on trouve sur le site des FECMED des techniques de chirurgie. Donc voilà, tout ce qui n'est pas validé, c'est FECMED. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a certaines techniques qui sont rangées dans cette catégorie FECMED qui ont obtenu un certain niveau de validation scientifique. Elles ne sont pas validées en tant que telles dans toutes les indications qui existent, mais elles ont obtenu dans certains domaines un certain niveau de validité. Par exemple, l'acupuncture dans certaines indications précises, la méditation de mindfulness dans certaines indications précises, le MDR dans certaines indications précises. Malgré tout, ces pratiques resteront, quoi qu'il arrive, des FECMED. Pourquoi? Eh bien parce que quand le critère de validation scientifique est obtenu, eh bien il y a d'autres critères qui sont avancés par le collectif. Un, le risque de dérive sectaire. Et deux, le fait que la théorie sur laquelle ces approches se fondent, eh bien, sont des théories qui sont, entre guillemets, non scientifiques. Typiquement, l'acupuncture, comme on n'a pas réussi à démontrer la matérialité, en fait, des méridiens, eh bien, ça ne peut pas être une vraie médecine. Donc on voit ici qu'il y a une forme d'asymétrie entre les critères qui sont utilisés pour la question de la preuve, entre ce qui est considéré comme des FECMED et ce qui n'est pas des FECMED. D'où un article qu'on a soumis qui est pas tout simple à faire passer, dont le titre est What the FECMED, il y a une erreur dans le titre. Tentative de clarification d'une fake def, donc une définition trompeuse. Et ce qu'on veut montrer là, c'est que ce terme fake, en fait, qui semble s'appliquer au départ aux pratiques, en réalité, est plutôt un terme qui devrait s'appliquer à la définition même, vu le flou conceptuel dont les auteurs ont fait preuve quand on leur a demandé des clarifications. Et je veux dire, j'avais abordé cette question avec eux après avoir bien sûr bien approfondi la question et compris qu'en fait, voilà, cette frontière nette entre médecine conventionnelle et médecine non conventionnelle ne tenait pas la route. Alors, qu'on soit clair, c'est pas parce que je démonte le concept de FECMED que je cautionne toutes les dérives qui existent dans cette thérapie. Absolument pas. C'est bien un point de vue ici critique, conceptuel que j'évoque. Je ne suis pas en train de dire du tout non plus que toutes les théories et toutes les thérapies se valent. Absolument pas. Je ne suis pas dans cette forme de relativisme naïf. Oui, il y a des thérapeutes qui sont dangereux. Oui, il y a des thérapies qui sont dangereuses. Et oui, il faut en prévenir les patients. Donc, il n'y a aucune ambiguïté dessus. Et j'ai déjà dit au collectif à plusieurs reprises que je soutenais leur action de combat contre les charlatans. Euh, et mon approche n'est pas aussi quelque chose qui légitime une forme de nihilisme méthodologique qui dirait que ces approches-là, on ne doit pas les évaluer ou alors que aucune évaluation n'est possible, etc., comme on entend souvent. Donc, je voulais clarifier ce point puisque c'est un point qui peut donner lieu à de mauvaises interprétations. Dans un autre domaine que celui de la médecine, d'autres se sont emparés de la question de la différence entre science et pseudoscience, et c'était notamment un des éléments qui était à l'origine de la création du mouvement zététicien, qui est en fait cette expression du credo rationaliste dans le domaine plus large que celui de la médecine. Et je vous invite pour ça à lire cet article de Cyril Baudin sur la zététique, que je trouve tout à fait éclairant sur la mise en perspective finalement et tous les enjeux scientifiques et sociétaux qui sont impliqués dans la création de ce mouvement. En fait, Henri Brock, qui est donc le créateur de ce mouvement, qui travaille initialement dans la physique, donc qui vient des sciences dures, des sciences de la matière, euh, fait une sorte de proposition pour sortir de cette, pour identifier finalement l'identité de la science par rapport aux pseudosciences en établissant des règles d'or. Donc c'est assez intéressant parce qu'on pourrait faire presque le parallèle avec les 10 commandements. Là, il n'y en a que trois. Mais ces règles d'or donc de la science sont le fait que les objets d'étude de cette science eh bien, portent sur des domaines liés à la matière, donc le matérialisme, qu'il puisse y avoir une prédictibilité pour définir une science. Donc, on doit faire des hypothèses, on doit pouvoir les tester. Et puis, il se réfère également à Popper pour le critère de réfutabilité. Et là encore, on retrouve ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire une légitimation de l'identité de la science par une disqualification des pseudosciences. Alors, tout y passe, hein, c'est la télékinèse, l'astrologie, etc., basée sur une rhétorique qui oppose en fait les Lumières à l'obscurantisme
avec un usage aussi dramaturgique, on va dire, de l'irrationalité. Et c'est là où le thème de la raison revient. C'est-à-dire que pour justifier l'existence de ce mouvement antitéticien, eh bien, il faut aussi pouvoir alerter le public sur l'explosion de l'irrationalité, sur l'explosion de croyances irrationnelles, euh, euh, imposant du coup, enfin, justifiant par après le recours à la science, à l'esprit critique pour corriger cette irrationalité. Et des associations vont se créer comme pour la formation, l'Agence française pour l'information scientifique, une agence qui part avec des intentions tout à fait louables de partager la culture scientifique auprès du grand public, de sortir la science des laboratoires et puis d'éduquer aussi à l'esprit critique scientifique ou à la méthode scientifique. Mais comme tout mouvement, et là je vous invite à lire ce livre remarquable et cette enquête remarquable de Sylvain Laurence, qui montre aussi comment ce mouvement-là, en prenant parti à certains débats qui sont des débats qui dépassent la question simplement de la preuve scientifique, mais des débats sociétaux, par exemple, comme sur le nucléaire, l'écologie, les OGM, etc., eh bien, vont entrer dans des positions parfois très radicales de nature scientiste, avec réellement des dérives idéologiques, même que l'auteur décrit comme des dérives sectaires dans ces mouvements rationalistes. Alors, je trouvais ça assez amusant dans un contexte où on parle beaucoup des dérives sectaires aujourd'hui du côté des pseudosciences. Eh bien, on voit que, comme tout groupe humain, et des groupes humains qui partagent une certaine idéologie commune, eh bien, il peut y avoir aussi des dérives, y compris de type sectaire. Ces subtilités sémantiques sur le débat science et pseudosciences, eh bien, elles apparaissent aussi dans des écrits qui sont directement inscrits dans cette mouvance. Là, je vous cite un rapport de la Fondation Descartes qui a organisé un colloque sur la désinformation en santé et qui propose cette opposition entre, d'un côté, avoir confiance dans la science et de l'autre, croire dans les pseudosciences. Comme si ces deux entités posaient un rapport à la confiance et à la croyance distinct. Et on voit souvent, et alors pas forcément dans ce rapport-là, mais dans d'autres rapports, comme par exemple le rapport de l'Ordre des infirmiers sur les pratiques de soins non conventionnels, qui font référence à la science avec un grand S, figure j'irais stylistique un peu particulière, puisque c'est à Dieu qu'on met une majuscule en général, mais là, il y a vraiment une invocation de la science comme étant une autorité détentrice de vérité auquel des personnes peuvent vouloir se conformer ou obéir, en quelque sorte. Et je fais un petit commentaire aussi sur ça, c'est sur un échange que j'avais eu avec des collègues où ils avaient proposé d'écrire dans un texte public qui souhaitait se conformer aux données de la science en médecine. J'avais proposé de corriger un petit peu cette science-là, cette phrase-là, puisque l'idée n'est pas tant de se conformer aux données de la science, c'est plutôt de s'en inspirer, de s'appuyer sur elle, bien sûr, mais dire qu'on se conforme aux données de la science comme s'il y avait une autorité comme ça qui guidait nos pas, et quelque chose qui, à mon sens, relève d'une dérive potentiellement scientiste. Et puis, un autre élément qu'on voit souvent revenir, c'est que critiquer ou défier la science est quelque chose qui est assez insupportable. Point de vue que je comprends complètement à un endroit, tout en rappelant que la science ne fait que se critiquer elle-même et se provoquer elle-même. Alors, bien sûr, il y a des règles et une certaine éthique qui peut guider cette critique, mais finalement, l'autorité de la science, c'est quelque chose qui est à prendre dans quelque chose qui dépasse simplement le niveau de la science et qui est plutôt dans son inscription sociale et politique. Et donc, voilà un exemple aussi d'éléments qui sont critiquables dans les sondages, dans ces sondages donc, rationalistes. Là, un sondage de la Fondation Jean Jaurès, dont j'expliquais tout à l'heure que ces communications rationalistes sont souvent basées sur cette idée que l'irrationalité exploserait dans la population générale. Et donc, un sondage qui était paru l'année dernière montrant une augmentation des croyances et des superstitions, en particulier chez les jeunes, et tentant de faire passer l'idée que ces superstitions eh bien, seraient liées à l'influence des réseaux sociaux, etc. Donc, une forme d'hypothèse a priori qui tente à se confirmer par des données scientifiques, mais en réalité des enquêtes qui ont des grosses fragilités méthodologiques. Et je vous invite à lire cet article de Renaud Evrard qui conteste donc ce retour de l'irrationnel en montrant voilà, des comparaisons indues entre des personnes plus âgées et des personnes plus jeunes, avec chez les jeunes toujours un taux d'irrationalité plus élevé que chez les plus anciens. Voilà, des faiblesses méthodologiques vraiment importantes qui posent la question d'un usage, voire d'un détournement de la science
avisé enfin, dans le but de faire passer un message justement de nature rationaliste, visant à attirer les médias et le grand public sur une prétendue explosion de l'irrationalité. En fait, les données d'études scientifiques robustes ne montrent aucun argument pour une explosion de cette irrationalité. On a contesté la même affirmation concernant l'explosion du recours aux thérapies complémentaires. Là aussi, les arguments sont très très faibles en France pour parler d'une telle explosion. Et donc, ce scientisme me pose problème parce que il est un des outils qui va être utilisé par moment pour simplifier un débat et notamment entrer en ligne de compte pour justement participer à la lutte contre la désinformation en santé. J'en veux pour référence ce colloque qui a été organisé par la Fondation Descartes, donc sur la désinformation en santé. Et surtout, je vous évoque ce colloque parce que le professeur Falissard a fait une intervention tout à fait remarquable qui, pour moi, synthétise vraiment cet élément que je vous dis là, que le scientisme a tendance à simplifier de façon outrageuse certains débats complexes, et on arrive à cette conclusion que le scientisme fait le lit du complotisme. Alors, je ne vais pas avoir l'espace là de vous développer plus avant cette idée, mais en gros, ce qu'il explique, c'est que si on ne prend pas la peine d'expliquer et d'expliciter un peu les zones grises d'un débat complexe, eh bien, on nourrit finalement des positions méfiantes et complotistes, du moins on les renforce en quelque sorte. Et donc c'est là où j'en arrive à cette conclusion peut-être un peu provocatrice, c'est que un des dangers du scientisme, c'est un risque de dérive dans une forme de bien-pensance qui donc utilise des outils de la science pour plus ou moins faire passer quelques idées reçues sous couvert d'une vérité scientifique. Et donc, pour moi, après cette réflexion et justement des interactions avec des collègues pas toujours très, très apaisés sur cette question de la frontière entre science et pseudoscience, ou vraie médecine et fausse médecine, pour moi, il y a vraiment un enjeu à expliciter et éclairer les zones grises, ce qui compose les zones grises finalement de cette démarcation, pour sortir de cette binarité. Et cette citation me semblait tout à fait éloquente. Faut-il débunker ces pseudo-débunkers qui nous débunkent? En gros, on ne sort jamais un petit peu de ces positions radicales si on reste campé sur ces positions. Mais bien sûr, il y a une prise de risque quand on fait ça, puisqu'il faut éclairer les différents tenants et aboutissants de ces débats. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans un article qu'on a publié et qui, là aussi, enfin, qu'on a soumis et qui est très compliqué à faire publier. Vous le comprendrez grâce au titre. Médecine conventionnelle versus pratique de soins non conventionnels, une différence scientifiquement non significative. C'est clair que c'est pas tout simple à faire passer aujourd'hui en France un article comme ça, mais le but n'est pas du tout d'affaiblir la médecine conventionnelle, c'est plutôt d'éclairer le public sur ces questions. Et je vais vous montrer juste une des réponses qu'on a eues pour le troisième reviewing de cet article qui nous dit, bon, votre article est intéressant, mais on a un problème, c'est que actuellement, dans le contexte de la désinformation médicale, il nous paraît difficile de publier votre article, qui, bien qu'intéressant sur le plan philosophique, ne manquera pas d'être détourné par nombre de charlatans que nous évertuons à combattre. Et on voit là un choix éditorial que je peux comprendre, mais qui potentiellement aussi peut être nourri par un arrière-plan scientiste et des préoccupations sur la question des récupérations par des théories irrationnelles, en fait. Quels sont les enjeux de cette démarcation? Et donc, on l'a déjà un petit peu évoqué. Je pense que plus on arrive à légitimer un camp et en l'opposant à l'autre, et bien plus ça sert quelques enjeux de pouvoir, voire des positions corporatistes, hein. Notre médecine s'est construite au début du 19e siècle par opposition aux charlatans. Ce n'est pas les charlatans qui sont opposés à la médecine, la médecine a défini son identité, entre autres, par opposition à la médecine, en ayant recours d'ailleurs à des arguments de nature scientifique, hein. La médecine, au début du 19e, s'affirme par opposition aux charlatans en disant que que la pratique des médecins est une pratique scientifique. Euh, c'est un énoncé, même si quand on analyse un peu dans le détail les pratiques qui concernaient ces médecins à l'époque, eh bien, on se rend compte que elles étaient beaucoup plus proches de ce qu'on appellerait la naturopathie aujourd'hui que la médecine dite scientifique. Je vous invite à lire pour ça l'histoire sociale de la médecine d'Olivier Faure. Euh, L'enjeu aussi, c'est donc cette crainte de l'irrationnel. Et puis ensuite, pour ce qui est de la médecine, tout le débat sur ce qui doit être autorisé ou non dans les soins, proposé dans les soins, remboursé, etc., etc. Alors, j'aimerais pour compléter mon propos faire référence à Paul Feyerabend, qui est donc un des élèves et un des plus grands critiques de Popper. Et il a attiré un peu ma sympathie parce qu'il a été désigné par certains comme un ennemi de la science. Et donc, quand on pose
une affirmation de ce type, on peut se dire, mais qu'est-ce que cache en fait cette dénomination? Et donc, il a quelques propositions, donc ça, je vous cite quelques livres assez intéressants de cet auteur. Pour moi, quelques définitions qui me semblent, enfin quelques énoncés qui me semblent intéressants, qui est que, donc il fait une critique très très politique en fait de la science, et de la place que la science a occupée dans la société. Il dit la science n'a pas de caractéristiques spéciales qui la rendent supérieure à d'autres formes de connaissances, ou encore la raison a connu un grand succès auprès des philosophes qui n'aiment pas la complexité. Donc, pointant là le caractère presque moral finalement de l'usage de l'argument de la science, et auprès des politiciens qui ne voient pas d'inconvénient à donner une certaine classe à leur lutte pour la domination du monde. C'est un désastre pour les autres, et à savoir pratiquement pour nous tous. Il est temps de lui dire adieu. C'est une position qui est vraiment radicale. Je la cite là non pas parce que j'adhère à la théorie de ce philosophe, mais parce que je trouve que le caractère outrancier finalement de ses propos nous oblige à sortir de notre zone de confort et à regarder à quel endroit finalement ce type d'affirmation peut être à une place tout à fait, enfin, qui n'est pas exagérée. Autre citation, qui est la conclusion en fait de son ouvrage Contre la méthode. Donc, il prend point par point, il essaie de démonter finalement les critères que Popper a proposés pour poser ses repères justement pour définir ce qu'est une science. Et donc, dans ce dernier chapitre, il tient le propos suivant. La science est beaucoup plus proche du mythe qu'une philosophie scientifique n'est prête à l'admettre. C'est l'une des nombreuses formes de pensée qui ont été développées par l'homme, mais pas forcément la meilleure. Et comme à chaque individu d'accepter ou de rejeter des idéologies, il s'ensuit, et c'est là que sa position est radicale, que la séparation de l'État et de l'Église doit être complétée par la séparation de l'État et de la science, la plus récente, la plus agressive et la plus dogmatique des institutions religieuses. Il n'y va pas avec douceur, c'est clair, mais pointe là aussi, je pense, c'est quelque chose qu'on peut entendre sur cette place de la science qu'occupe aujourd'hui la place que la science occupe aujourd'hui dans notre société et les éléments de croyance qui la rapprochent finalement d'une autre forme de religion dans lesquelles eh bien, le pouvoir politique peut, enfin, où les liens entre science et politique peuvent être particulièrement étroits et sortir finalement du simple périmètre de la recherche scientifique en tant que telle. Voilà. Et donc, je tiens à préciser que ces éléments que je viens d'aborder ici, ou ce choix de Feyerabend qui peut être tout à fait contestable, n'est ni une attaque de la science, de mon point de vue, c'est ni une remise en question de la science, c'est juste une mise en garde pour moi sur certaines utilisations qui sont détournées aujourd'hui du discours et de l'autorité de la science et de la raison. Et pour moi, évoquer ces points-là et les rendre connus, eh bien, est une façon de préserver la science finalement de ce qu'elle peut nous apporter et de la modestie aussi qu'il apporte. Alors, on en arrive enfin à la psychiatrie. Ça fait à peu près 3/4 d'heure que je vous parle, mais on va avoir un peu de temps pour ça. Je vous vois juste un tout petit peu. Bien. Donc, la psychiatrie dans tout ça, s'agit-il d'une science ou d'une pseudo-science? D'une pseudo-science. J'étais étonné de trouver qu'un numéro spécial du journal canadien de psychiatrie en fait, avait été consacré à cette question des pseudosciences en psychiatrie. Je ne me suis pas forcément inspiré beaucoup des articles qui ont été publiés dans ce numéro-là, mais j'avais trouvé intéressant que ce thème ait été déjà abordé de façon aussi visible. Je vais vous proposer de décliner cette analyse en essayant de répondre à plusieurs questions. La première, je pense, c'est si on pose la question de différence pour la psychiatrie entre science et pseudoscience, mais la première question qu'on doit poser, c'est à qui on pose la question. À l'évidence, je ne pense pas qu'on soit bien capable, nous, en tant que psychiatre, de répondre nous-mêmes à cette question. Peut-être qu'on devrait demander, en rapport avec ce que je disais sur la médecine conventionnelle et les pratiques non conventionnelles, peut-être qu'on devrait demander finalement à la majorité des médecins somaticiens, est-ce qu'ils considèrent les psychiatres comme étant des praticiens, entre guillemets, conventionnels, dans le sens où leur manière d'exercer, leur théorie, eh bien, font partie de ce courant mainstream de la médecine. C'est très provocateur ce que je dis là, mais je pense que cette question a du sens par rapport à ceux qui ont critiqué la psychiatrie comme étant une pseudoscience, et on va voir de quel point de vue ils parlent. Plutôt que d'entrer dans certains thèmes, j'ai essayé de mener mon analyse en regardant dans la littérature scientifique que j'ai pu trouver le-
dans quel contexte le terme de pseudoscience était utilisé. D'où le titre pseudoscientifique toi-même, en fait, c'était pour comprendre, essayer de comprendre qui, dans le domaine de la psychiatrie, traite l'autre de pseudoscientifique et sur quels arguments. Et enfin, je vous proposerai de regarder un peu, en se reprenant les critères d'Angelo Facce, comment on peut aborder la psychiatrie sous l'angle de ces critères de pseudosciences, et donc en répondant à deux questions. Est-ce que la psychiatrie est une médecine du supracortical, ou est-ce que les traitements psychiatriques doivent être considérés comme non conventionnels, au sens où leur mécanisme d'action serait peu élucidé? Alors, on va reprendre la proposition d'Angelo Facce. Je vous disais qu'un des premiers éléments, c'était que ces disciplines pouvaient avoir l'allure d'une connaissance scientifique, prendre l'allure d'une connaissance scientifique, mais donc pour être caractérisé de pseudoscience, devait prendre l'allure d'une connaissance scientifique. Donc ça, on pourrait dire que la psychiatrie entre dans ces énoncés d'allure scientifique et se réfère à des entités ou à des processus qui sont dits hors du domaine de la science parce que inscrits dans un paradigme matérialiste ou non métaphysique. Et donc, un des premiers articles que j'aurais envie de vous proposer, c'est celui-ci. C'est celui qui parle finalement, qui pointe les traitements psychiatriques et résume les traitements notamment donc, médicamenteux et résume finalement ces traitements médicamenteux comme 40 ans de pseudosciences en psychiatrie. Cet article qui est très long, qui est une position résolument antipsychiatrique, ne conteste pas en fait le bien fondé des traitements biologiques. Il conteste en fait, quand on regarde un peu entre les lignes, surtout l'hégémonie finalement de ce modèle biologique qui s'est imposé peu à peu en psychiatrie grâce à l'essor des psychotropes. Et celui qui le critique, eh bien, le critique à partir du point de vue des sciences sociales, voyant à l'issue de cette émergence des traitements biologiques, eh bien, le recul finalement d'approches plus sociales ou basées sur la psychothérapie. Ces mêmes lignes d'argument vont être utilisées dans un autre numéro de Behavior and Social Issues, avec deux chercheurs qui se répondent ou qui se contestent. Le premier qui dit, est-ce que la psychiatrie biologique ne serait pas une pratique en recherche de science? Et donc, on retrouve dans son argumentaire la dénonciation un peu de l'excès de ce discours sur le déséquilibre biochimique des troubles du cerveau, qu'il trouve comme étant suffisamment vague pour être considéré comme une science. Déséquilibre de la sérotonine, déséquilibre de la noradrénaline, déséquilibre de la dopamine, sans qu'on précise de façon suffisamment claire de quoi il s'agit. Là, il dénonce aussi la fragilité des preuves d'efficacité de certains psychotropes, notamment les antidépresseurs, déjà à l'époque. Et puis, cette réduction, finalement, en proposant la solution biologique comme étant euh, une des seules solutions. Et surtout, voilà, un autre élément, un argument essentiel pour affirmer l'identité de la psychiatrie par rapport, justement, aux psychologues, aux travailleurs sociaux qui travaillent euh, avec les patients avant l'émergence, finalement, des thérapies biologiques. Pointe là aussi tout le soutien de l'industrie qui a contribué fortement à positionner cette psychiatrie dans l'ancrage biologique. D'où il parle? Eh bien, il est Wyatt est professeur de psychologie, et donc c'est à partir aussi de ce champ des sciences sociales que la critique est portée. Mais va lui répondre un autre auteur, Wakefield, qui n'est pas de formation médicale, qui vient aussi du champ des sciences sociales, et qui rétorque finalement à son collègue, est-ce que le behaviorisme ne serait pas devenu une pseudoscience? Donc on voit vraiment une riposte en symétrie, utilisant le même type de qualificatif dégradant, et pointant là la défaillance finalement de la rationalité scientifique dans l'attaque de son collègue. Pour lui, il explique que finalement, la perte d'intérêt pour les approches de type comportemental, et il fait référence ici à la thérapie par les jetons, cette perte d'intérêt pour les approches comportementales ne serait pas que liée en fait à l'émergence de la psychiatrie biologique, mais bien au fait que les preuves obtenues dans le domaine du médicament eh bien, ont été très nettement supérieures aux preuves comportementales. Et donc pour lui, il va même jusqu'à utiliser le terme de changement de paradigme, disant que cette psychiatrie biologique a contribué à un changement de paradigme qui n'est pas réductible à des facteurs non scientifiques, donc politiques ou influence de l'industrie. Et pour lui, c'est vraiment la marque du progrès scientifique que d'en arriver à ce niveau finalement de compréhension et de science. Et il pointe finalement chez son collègue la stratégie rhétorique typique en fait, qu'il qualifie de pseudo-scientifique, notamment la contestation des difficultés dans l'évaluation de la preuve, etc., etc. Et même élément qu'on retrouve aujourd'hui dans le débat sur les thérapies complémentaires.
Un point sur lequel ces deux auteurs tombent d'accord quand même, c'est la critique finalement d'une généralisation excessive d'un modèle ou de l'hégémonie d'un modèle. Là au moins, malgré le caractère un peu euh, engagé de leur argumentation, ils tombent d'accord sur ça. Simplement, ils ne sont pas d'accord sur la façon d'établir une hiérarchie finalement entre ces différentes conceptions. Wakefield fonde vraiment le critère de légitimité d'une pratique sur l'autre sur une base scientifique. Alors que pour l'autre, la base scientifique doit être juste un élément qui permet de penser finalement cette hiérarchie, mais ne doit en aucun cas être le seul. Et je pointe là ici un élément qu'on retrouve aussi beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire que les approches en médecine qui sont les plus validées restent les approches médicamenteuses. Peut-être aussi quand même parce que les méthodologies scientifiques pour démontrer, pour faire la preuve d'une démonstration en science, eh bien, sont plus faciles dans un contexte d'essai randomisé contrôlé centré sur le médicament. Deuxième point, est-ce que la psychiatrie serait une médecine du supracorticol ou une science des maladies du cerveau? Et donc là, ça rejoint la question, est-ce que les objets de la psychiatrie sont du domaine du non matériel ou non? Alors, cette ligne d'approche a été critiquée à une époque avec cette notion que dont vous avez tous entendu parler, qui est cette notion d'une méthodologie cérébrale. Terme qu'on attribue à Jaspers, même si ce n'est pas lui qui en était à l'origine, en réalité, c'est son maître Nissel, qui était lui-même élève de Kraepelin, qui a proposé ce terme et qui conteste Jaspers. Donc il dit, ces constructions anatomiques sont devenues tout à fait fantastiques et ont été appelées à juste titre mythologie du cerveau. Des choses sans rapport entre elles ont été mises en relation de force, par exemple les cellules corticales avec la mémoire, les fibres nerveuses avec les associations d'idées. Cette notion d'une équivalence finalement entre les connexions, certaines fibres associatives et la théorie des associations en psychologie a été effectivement proposée par Ménert, et c'est ça en fait que conteste Karl Jaspers. C'est pas du tout l'idée que les phénomènes psychiques n'auraient pas une correspondance avec le cerveau. Donc c'est plutôt une vision beaucoup trop réductrice, moniste finalement, de cette interaction entre cerveau et pathologie mentale qui est contestée par son auteur. Mais quelques années plus tard, bien loin de ces débats scientifiques, on trouve un autre auteur, Anthony David, qui va parler de l'obologie frontale pseudo-scientifique. Euh, pour lui, il critique finalement ces différents travaux qui commencent à émerger en neuroimagerie, où on dit finalement que le lobe frontal est le siège des fonctions humaines les plus élaborées, et que finalement, tout un tas de pathologies lui sont liées, comme les troubles de la personnalité, le délire, la dépression, la manie, etc. Cet auteur dit, mais finalement, toute la psychiatrie et toute la vie humaine se trouvent dans les lobes frontaux, et donc vouloir affirmer que les lobes frontaux sont impliqués dans les pathologies psychiatriques, c'est complètement tautologique. On est presque à tomber dans de la métaphysique. Je ne sais pas pourquoi il utilise ce terme-là, mais voilà. En tout cas, il pointe ici une des limites, qui est que cette fascination pour les neurosciences aurait finalement tendu à remplacer une science qui était descriptive et peut-être plus humble, la psychopathologie. Et là, on en revient à des éléments qui ramène un peu la psychiatrie dans un autre élément de son champ, qui n'est pas forcément que localisé dans des pathologies du cerveau, mais qui implique une compréhension des phénomènes mentaux et d'une théorie du psychisme. Et c'est des travaux qui sont, cette mythologie cérébrale, ou ces travaux-là m'ont un peu posé question justement en tombant sur cette publication toute récente, qui propose, qui affirme avoir identifié un réseau commun des maladies psychiatriques, donc mélangeant différents types de troubles, et pour identifier finalement ici sur cette diapo tout un ensemble de régions hyperactivées, hypoactivées, dont les connectivités seraient augmentées ou diminuées, et qui seraient communs aux pathologies psychiatriques. Alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Les auteurs justifient leur paradigme en disant mais finalement les pathologies psychiatriques sont souvent comorbides et donc il faut qu'on arrive à trouver des réseaux communs. Sauf qu'ils incluent en silo, ils font une analyse de méta-analyse de précédentes études avec des pathologies uniques. Et finalement, on arrive à cette conclusion que je trouve moi-même, je ne suis pas un expert de l'imagerie, mais un tantinet tautologique, en disant que ces réseaux neuronaux convergents pourraient expliquer partiellement justement cette haute variabilité qui existe dans les pathologies psychiatriques, mais surtout qu'elle pourrait justifier, qu'elle pourrait éclairer sur des sites de neuromodulation pour les patients qui ont un trouble psychiatrique, voire plusieurs. Et je dois dire, je ne comprends absolument pas ce que veut dire en fait cette affirmation-là,
comme si on allait traiter en RTMS, par exemple, un trouble psychiatrique sans même trop savoir de quoi il s'agit. C'est quelque chose qui est qui me paraît un peu contre-intuitif, mais si des personnes plus expertes en imagerie ont les clés pour comprendre, je suis preneur de leur lecture. En fait, tout ça, c'est pour poser la question finalement d'interprétation généraliste ou de simplification qu'on peut avoir, qu'on peut avoir tendance à trouver dans notre discipline, peut-être par un emballement ou un enthousiasme assez démesuré, et qui pourrait expliquer par exemple que la découverte d'un neuromédiateur ou d'un déséquilibre de ce neuromédiateur, eh bien, amène ensuite une théorie un peu euh, réductrice qui viendrait prêter à ce neuromédiateur finalement l'explication de grands champs de la psychopathologie. Ou bien, je vous ai parlé tout à l'heure de quelques régions particulières, mais on peut avoir la même chose pour le réseau par défaut, par exemple, qu'on trouve impliqué dans un tas de pathologies différentes, sans qu'on arrive à comprendre vraiment qu'est-ce qu'il y a de si spécifique finalement dans un réseau ou dans l'autre, et en quoi cette focalisation sur le réseau par défaut peut avoir une pertinence particulière. De façon un peu provocatrice, on pourrait dire la même chose. La découverte du microbiote intestinal, ça ouvre des perspectives pour comprendre des troubles mentaux. Ça n'est à l'évidence pas le centre de la pathologie et l'explication de tous les phénomènes. Et on pourrait dire la même chose de l'inflammation. Même si chaque élément pris de façon indépendante contribue à l'explication, il faut se méfier un peu d'explications réductrices qui viseraient à généraliser des connaissances dans un domaine à l'ensemble finalement de notre discipline psychiatrique. Et je vous ai évoqué là une réponse qu'on avait faite dans Lancet il y a quelques années, dans un article qui essaie de passer en force l'idée que certains patients avec premier épisode de psychose auraient des anticorps anti-NMDA augmentés. Et en fait, il y avait vraiment des erreurs dans le traitement statistique des données, au point où on a dit, mais est-ce que ces conclusions ne seraient pas trop enflammées justement sur la question de l'inflammation? Dernier élément, c'est quelque chose qui m'a, je veux dire, assez marqué dans mon parcours en tant qu'étudiant en psychiatrie, c'est de voir à quel point finalement, euh, quelle que soit la pathologie, donc dans les addictions, dans la schizophrénie, dans la dépression, etc., des molécules qui étaient pensées au départ dans une pathologie, eh bien, étaient testées dans différentes autres pathologies, avec au final toujours des éléments de rationnel psychopharmacologique qui permettaient de justifier l'utilisation de ces molécules dans un tas de domaines différents. Au point où je me posais la question, mais est-ce que ce sont réellement des hypothèses a priori qui guident cette utilisation des produits ou des sortes de justifications psychopharmacologiques a posteriori ou ad hoc pour les expliquer? Donc pour moi, tout ça, ça vient aussi dans cet axe d'une simplification ou d'une généralisation possible de nos théories en psychiatrie euh, auxquelles il faut être vigilant. Autre élément de critique encore, est-ce que la psychiatrie est une pseudoscience des diagnostics? Et donc ça pose la question de la validité des diagnostics ou des troubles en psychiatrie, question qui a été bien évidemment complètement mise à plat par le programme des RDoc, et je pense que vous aurez plusieurs cours dans le cadre du DU de philosophie sur ces différentes questions. Euh, j'ai trouvé deux articles qui utilisent le terme de pseudoscience dans le contexte des diagnostics. Un premier qui a été utilisé pour contrer l'étude qu'avait menée Rosenhan, dont vous avez tous entendu parler, hein, cette étude dans laquelle des sujets sains s'étaient fait passer pour des patients schizophrènes en disant qu'ils entendaient une voix qui leur parle. Et le chercheur voulait montrer en gros que même face à des personnes saines qui n'avaient pas de comportement anormal dans une unité, eh bien, ils pouvaient ressortir du service psychiatrique avec une étiquette de schizophrénie, essayant de passer un peu en force l'idée que le contexte de l'environnement psychiatrique eh bien, pouvait fortement influencer finalement les diagnostics en psychiatrie. Euh, Robert Spitzer va contester en fait les éléments méthodologiques de cette étude en montrant les nombreux biais méthodologiques finalement de cette étude et en critiquant finalement cette hypothèse trop forte sur le rôle de l'environnement qui occulte finalement d'autres aspects. Et donc, le terme de pseudoscience est utilisé ici, non pas tant pour attaquer les diagnostics, mais plutôt pour venir en défense de la validité des diagnostics en psychiatrie, euh, en pointant donc cette méthodologie insatisfaisante de Rosenhan. Mais le même Wakefield que je vous ai évoqué tout à l'heure va avoir aussi recours à ce terme de pseudoscience pour justement critiquer en fait les diagnostics en psychiatrie et pour montrer en quoi notre façon de concevoir les diagnostics en psychiatrie eh bien, nous expose à ce risque pseudo-scientifique
Il intervient ici dans le débat sur la révision du DSM-5, avec notamment la question d'inclure ou non le deuil dans les critères de dépression, et montre comment finalement cette construction, enfin cette inclusion ou non de ce critère va être l'enjeu d'un tas d'éléments de nature non scientifique, avec des luttes d'influence vraiment au moment de cette révision du DSM-5, qui va comparer finalement tous les, tous les, tous les, tous les enjeux qu'il y a pu avoir toutes les malversations qu'il y a pu avoir dans la FIFA à certains moments et comment les États-Unis étaient venus au secours finalement de la FIFA pour essayer d'assainir le milieu du foot. Je ne connais pas suffisamment le sujet pour vous donner les références historiques précises. Eh bien, lui va utiliser cette même rhétorique pour dire finalement, heureusement que les Scandinaves acceptent mon point de vue parce que j'ai beaucoup de mal à faire entendre ma position aux États-Unis tellement ce sujet-là est un sujet polémique. Et donc, il dit l'objectif du DSM était au départ de rendre la psychiatrie plus scientifique, mais en fait, la politique des révisions du DSM risque de transformer la psychiatrie en pseudoscience si justement elle n'arrive pas à résister à ces facteurs d'influence. Donc là, on voit pour cette même entité, finalement, le recours à la pseudoscience, mais dans deux directions tout à fait différentes. Je ne pouvais pas parler de mon sujet sans évoquer un moment la psychiatrie de précision, avec la question, est-ce que cette psychiatrie de précision est une solution scientifique finalement aux errances dénoncées aussi de la psychiatrie scientifique? Cette psychiatrie de précision, c'est celle qui a l'ambition d'essayer de se retrouver dans cette hétérogénéité des troubles en psychiatrie au moyen de multiples outils de nature génétique, physiologique, de marqueurs cognitifs, etc., pour stratifier les patients dans différents types, donc notamment des biotypes, et ensuite proposer des traitements personnalisés. Et donc, les auteurs qui portent ce mouvement vont jusqu'à évoquer un changement de paradigme possible de la psychiatrie. Et je vous invite pour ça à lire cet excellent livre qu'a coordonné Christophe Gau et dans lequel plusieurs des membres de ce DU ont participé, qui aborde cette question des promesses et des limites de la psychiatrie de précision et qui questionne finalement est-ce que c'est vraiment un changement de paradigme ou plutôt la continuation de ce qu'ils ont appelé l'économie technoscientifique des promesses, ça veut dire la perpétuation finalement d'un modèle économique basé sur la science qui fait un certain nombre de promesses. De quelles promesses on parle? Eh bien, on parle de promesses, un, que cette méthodologie va permettre effectivement de redéfinir les contours des diagnostics en psychiatrie. Deuxièmement, promesse que le big data est la méthode pour parvenir à cet objectif. Et troisièmement, que le réductionnisme des troubles mentaux à des phénomènes biologiques, eh bien, est une promesse que l'on peut croire. Et donc, si j'évoque ça, c'est parce que quand on parle de promesse, effectivement, on en revient à cette question de la croyance. Dans quelle mesure on peut adhérer, croire au potentiel de ce modèle, et quelque chose qui nous renvoie justement, finalement, à la croyance, finalement, dans la science. Dernier point, et je vais bientôt avoir fini, est-ce que les psychothérapies en psychiatrie seraient le cheval de Troie des pseudosciences? J'ai repris là une expression qui était à peine déformée d'un des chapitres qui figurait dans ce numéro spécial du Journal canadien de psychiatrie sur psychiatrie et pseudosciences. Il faudrait quasiment faire une conférence spécifiquement là-dessus, donc je ne le ferai pas. Je m'intéresserai juste à un article qui va sortir prochainement dans les annales médico-psychologiques et que nous avons coécrit avec Gabriel Lansmenel, qui est donc interne et qui a fait sa thèse sur le sujet. Il s'est intéressé à qu'est-ce qui fait qu'une psychothérapie devient scientifique et finalement passe du statut de pseudoscience à une statut de science. On a pris pour exemple trois thérapies qui sont des thérapies donc, appelées les power thérapies du psychotrauma aux États-Unis. Parmi elles figure l'EMDR, EMDR qui est aujourd'hui une des thérapies reconnues du psychotrauma. Et puis deux autres thérapies qui sont des thérapies dites énergétiques, euh, qui ont été considérées, donc toutes les trois, comme des pseudosciences au moment de leur lancement. Sauf que l'analyse de leur trajectoire sociologique et de leur trajectoire scientifique va montrer que l'une d'elles va réussir à sortir du champ des pseudosciences pour devenir plutôt une science, c'est le cas de l'EMDR, alors que les approches de type énergétique, qui s'apparentent un peu à l'acupuncture, resteront cantonnées au champ des pseudosciences, alors même que certaines d'entre elles commencent à cumuler quelques éléments de recherche, ça reste pas robuste du tout, mais cumuler des éléments de recherche et de preuves, je veux dire, qui sont voilà, progressivement croissants, au point même où la NICE en Angleterre a proposé de citer
l'EFT comme des pistes possibles pour la recherche en psychothérapie. Donc voici cet article qui devrait sortir sous peu dans les annales médico-psychologiques. Et donc pour conclure, est-ce que la psychiatrie est une pseudoscience? Et j'ai voulu faire référence ici à ce sigle Choisir psychiatrie. Je pense que si vous me posiez la question, eh bien, je vous dirais que, déjà se poser la question pour la psychiatrie, ça oblige à se poser la question de façon plus large pour la médecine, en fait. Et pour moi, la psychiatrie, c'est pas la seule spécialité à être partiellement rationnelle et scientifique. C'est même toute la médecine qui est concernée. Et pour moi, ce n'est pas un problème. Ça n'est pas un problème, sauf pour ceux qui ont besoin de se sentir, je dirais, légitimes, solides, costauds, parce que justement, ils se revendiquent de la science. Bien évidemment, notre médecine a besoin de la science, elle s'appuie sur elle, et c'est absolument pas mon propos de contester ce point. Mais ériger notre pratique comme une pratique uniquement guidée par la science et qui ne ferait qu'obéir à la science, ça c'est pour moi un raccourci qui, vous l'avez compris, ne peut pas être, enfin, je ne peux pas partager. Et donc, pour répondre à la question, je dirais que en fait, la réponse à cette question, elle n'a pas vraiment de sens. Ce qui me semble plus intéressant, c'est les questions que suggère cette question, parce qu'elle vient interroger les rapports que l'on a au savoir, aux psychiatries. Elle vient interroger cette richesse qui fait notre discipline, qui nous oblige à confronter de nombreux modèles les uns avec les autres, et qui nous empêche finalement de faire l'économie de la complexité, puisque c'est vraiment ce qui nous caractérise en psychiatrie. C'est pour moi un des éléments que je mets le plus en avant quand des étudiants me demandent pourquoi choisir psychiatrie, bah, je dis qu'on ne peut jamais s'embêter parce que justement, il y a tellement euh, de théories, de modèles à comprendre qu'on est obligé d'avoir une pensée souple qui s'adapte. Et pour moi, c'est ce qui illustre ce logo de choisir psychiatrie. Bah, c'est mon interprétation un peu à la méthode du Rorschach de cette image. C'est ces différents points qui se touchent, pas forcément, mais qui en même temps créent une forme assez harmonieuse et qui surtout ne sont pas de ne sont pas de la même taille. Donc pour moi, je verrais ici cette complémentarité entre des approches qui sont très basées sur les neurosciences, d'autres qui sont beaucoup plus orientées, par exemple, sur le rétablissement, d'autres sur la phéno, etc. Et des angles de vue qu'on est obligé de confronter pour obtenir une vision à peu près éclairée de nos patients, et surtout une vision qui est évolutive. Ça veut dire que euh, euh, un patient qui est hospitalisé en phase aiguë, eh bien, la taille des points et leur position relative n'est pas la même qu'un patient qui sera, une fois stabilisé, et plus engagé dans un processus de rétablissement plus simple. Et de la même manière, pour moi, la taille des points et la composition respective de ces différents domaines n'est pas du tout la même entre un trouble borderline de la personnalité, par exemple, et une catatonie. Le poids du biologique ou le poids de ces différents autres paramètres, eh bien, ne sont pas du tout à mettre sur le même pied d'égalité. Et donc pour moi, cette psychiatrie, elle nous oblige à penser cette diversité des théories, euh, non pas dans une perspective relativiste, comme ça a été beaucoup critiqué, et pour ça je vous envoie ceux qui ont une vision plutôt négative du relativisme à ce chapitre de Feyerabend, toujours lui, dans Adieu la raison, qui fait je dirais, non pas une apologie du relativisme, mais qui, je dirais, montre les vertus finalement du relativisme dans cette acceptation d'une forme de diversité et dans le fait de devoir composer finalement avec des horizons des concepts de nature différente. Et c'est pas du tout ce relativisme qui voudrait dire que toutes les théories se valent, absolument pas. Enfin, c'est pas comme ça que que je l'ai compris. Et donc pour moi, le plus grand risque pseudo-scientifique qui peut guetter la psychiatrie, mais comme toute discipline, ce serait celui qui consisterait à nier cette complexité ou à croire à un modèle unique ou à une vision réductrice et qui nous amènerait du coup à perdre notre regard critique sur cette diversité que nous montrent tous les jours les patients. Voilà, c'est ma dernière diapo et c'était pour vous dire qu'en fait, ça c'était un peu la mise en bouche d'un débat qui aura lieu au CFP entre Bruno Falissard et moi-même. Donc la psychiatrie est-elle une pseudo-science de l'esprit? Donc venez au CFP pour nous entendre. Je n'aurais pas du tout spolié ce thème puisqu'il y a encore beaucoup plus à développer que ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Et voilà, je vous remercie pour votre attention malgré l'heure très tardive et je suis à disposition pour vos questions. Merci beaucoup, Fabrice, pour cet exposé très clair et brillant. Peut-être qu'avant de prendre des questions, on va faire. Michel voulait intervenir pour présenter faire la promo de notre prochaine masterclass. Donc à toi, Bon. Michel.
Oui, si tu me donnes la parole, j'ai presque envie de doubler tout le monde et de placer mes questions plutôt que de parler de la promo du DU. Je vous le dis très vite, la prochaine intervention sera dans une orientation phéno le 14 mai et ce sera Jean-Michel Azorin dans un dialogue avec Raoul Belzo sur la question de la phénoménologie de l'humeur. Mais je vous propose d'en reparler et peut-être qu'on reste vraiment sur les questions et dans la continuité de la proposition de Fabrice. Je vous envoie sur le texte. À toi l'honneur, hein, Michel, vas-y. Non, mais juste dire qu'on retrouve beaucoup de points qu'on essaie de défendre, mais c'est pas facile, hein, effectivement, euh, ça peut m'évoquer plusieurs choses. La question de la psychiatrie comme une autre discipline médicale ou à distance des autres disciplines médicales et de croiser cette question-là. Mais je crois que tu l'as dit très clairement de ta façon, Fabrice, avec justement la navigation entre validité scientifique et risque pseudo-scientifique et souvent avec Jean-Arthur, ce qu'on trouve de moins mauvais à dire, c'est que finalement la psychiatrie exemplifie ou met à nu des choses qui sont en réalité présentes dans toutes les approches médicales, mais que par contre, c'est plus difficile en psychiatrie de mettre ces débats-là sous le tapis quelque part. Et il y a un appareil, un dispositif, des paradigmes, des modèles techniques, objectivants, qui viennent évacuer un peu les questions, alors qu'en psychiatrie, ben, les questions restent peut-être de manière plus exemplaire, complètement à nu, et que finalement, la psychiatrie, peut-être encore plus que les autres disciplines médicales, ben, est vraiment une illustration, une situation de ces tensions-là entre la question de la preuve, de la médecine basée sur des preuves, je pense qu'on va en parler aussi dans la discussion, mais qu'en fait, tout comme le reste, mais peut-être encore plus que le reste des disciplines médicales, on ne peut pas faire l'économie de ces tensions-là. Alors, je ne sais pas quelle est la bonne façon de naviguer dans ces différents brouillards, peut-être même que c'est plutôt prudemment de commencer par dire quelle est la moins pire et de manière un peu intuitive, la nécessité d'une formation dans l'histoire des sciences, la nécessité probablement d'une formation ou d'une sensibilisation à la question de la critique ou de l'esprit critique ou presque un manuel un peu de survie, hein, de comment se dépatouiller là-dedans. Et là où tout le monde semble se retrouver, y compris dans les débats très polémiques que tu as cités tout à l'heure, Fabrice, c'était que les gens s'accordaient dans leur hégémonie et dans leur dogme à dire attention à pas trop d'hégémonie ou de dogme. Donc de déjà croiser les approches, quelles qu'elles soient, et de ne pas s'abriter sous une seule qui pourrait toujours être, devenir un peu totale, voire totalisante. Enfin, c'est des grandes généralités, mais voilà, je voulais juste les citer, mais il y a plein de questions aussi, donc je ne prends pas plus la parole. Alors, qui souhaite prendre la parole? Alors, Amine vient de poser une question. Si tu veux la poser directement à l'oral. Ok, donc Amine préfère la laisser à l'écrit, je peux la lire. Les questions que je me pose depuis très longtemps sur lesquelles j'ai essayé de réfléchir et puis j'ai laissé tomber, par lâcheté sûrement face à la bien-pensance de mes confrères. Comment on trouve, comment on prouve, comment on explique? Anne Fagot-Largeau et Gilles Gaston de Granger. Comment croiser les raisonnements verticaux de la médecine et les raisonnements horizontaux des sciences spécialisées? Peut-on faire l'impasse d'une approche épistémologique? Trois petits points d'interrogation. Ceci d'autant que l'objet d'étude est le sujet de l'étude. Comment bien interpréter un comportement, un fait psychologique et comment redonner à une cohorte sa singularité? Très belle ensemble de questions. Je dois vous faire une petite confidence quand même. Vous m'avez été ici, vous m'avez invité dans un master de philosophie de la psychiatrie. C'est vous qui êtes les experts en fait de ce domaine, moi pas trop en fait. J'ai été amené à m'obliger
à réfléchir à cette question de la démarcation science-pseudoscience en étant plongé dans le bain en fait de la controverse et en devant essayer de clarifier un petit peu ce qui se passait dans ce bain-là. Sur la question de la question qui est évoquée là de la démonstration, de l'observation du comportement, et je veux dire que je pense que vous avez des outils bien plus développés que moi pour y répondre, parce que là, c'est clairement une question qui renvoie à la phéno, en fait. J'en profite pour une question remarque. Je me disais en t'écoutant, notamment quand tu as parlé de la séparation entre, finalement, entre science et religion, puis entre la science et l'État. On a eu dans les dans les derniers mois, les dernières années, des exemples de prise de position de groupes scientifiques sur la décision politique, notamment, et de laisser place aussi à la décision, enfin, aux groupes d'experts, par exemple, Ouais. notamment pendant le Covid, hein, avec, sous la présidence Macron. Euh, Avec aussi le rejet ou la décrédibilisation d'un certain nombre de discours qui étaient donc qualifiés de pseudo-scientifiques ou de non-scientifiques, qui donc étaient décrédibilisés dans l'option politique qu'ils proposaient. Euh, et ça s'est fait de manière quand même assez nouvelle, en tout cas dans cette massivité, dans la transparence aussi de cette décision vis-à-vis des médias. Et du coup, je me disais que finalement, dans ton exposé sur cette dichotomie entre science et pseudoscience, peut-être un des éléments qui peut faire tiers, c'est la question de la démocratie. Mm. Euh, Parce qu'au fond, effectivement, tu citais par exemple la question du nucléaire. Au fond, on peut trouver de très bons arguments scientifiques pour parler du nucléaire, mais c'est pas la question. En fait, c'est pas la question Mm. parce que la question est démocratique, précisément. En tout cas, du moins si on prétend structurer un État de cette qualité. Euh, et je me demande si finalement ce débat sur la psychiatrie comme pseudoscience ou comme science n'élude pas le fait que la psychiatrie est une pratique démocratique. Puisque quand même, la psychiatrie émerge en tant que spécialité médicale au moment de la Révolution française. Pinel, c'est un révolutionnaire. Si les patients sont désignés comme malades les hôpitaux généraux, c'est précisément pour les différencier des criminels qui étaient également placés sous lettre de cachet. Donc c'est la reconnaissance de la subjectivité, c'est la reconnaissance de la citoyenneté. Donc fondamentalement, nous sommes également des médecins de la citoyenneté ou des médecins de la démocratie, d'une certaine manière par extension. Et si dans notre société, la subjectivité a une telle place, c'est aussi parce qu'on a un rôle vis-à-vis de la, voilà, en tout cas, on soigne des citoyens dont la question de la volonté, de l'autonomie, du jugement sont absolument centrales. Et au fond, une science qui ne laisserait pas de place à la position citoyenne, c'est peut-être le danger, c'est un danger aussi antidémocratique, surtout au fond. Euh, Ouais, complètement d'accord avec tes remarques. Alors, pour revenir sur la question de la pandémie, un premier point, c'est que je suis très content de ne pas avoir été dans la place de décideur. Euh, Parce que je pense que c'est une tâche extrêmement compliquée euh, et quasi impossible. Donc, je veux dire, on peut que faire au mieux ou au moins pire. Enfin, en tout cas, voilà, donc la critique que je peux faire est une critique qui est vraiment basée sur ce point-là. C'est que j'étais très content de ne pas être dans une position de décision et de même pas participer à ça. L'autre élément ensuite, c'est que la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a besoin de légitimer une position politique par des arguments scientifiques? De la même manière qu'en médecine, on fonde nos actes en étant inspiré par la médecine, par la science, par les preuves scientifiques, mais est-ce que c'est ce qui justifie ou ce qui nous dédouane finalement, ce qui, je veux dire, est-ce qu'on s'efface derrière la question de la preuve? Eh bien, je pense pas en fait. Et je me dis, on peut tout à fait assumer qu'une décision politique est prise en s'inspirant d'éléments de la science, mais qu'elle n'est pas basée sur la science et qu'elle n'est pas. Or, aujourd'hui, et c'est une remarque que j'ai faite lorsque j'étais auditionné à l'Académie de médecine, on a l'impression que se référer à la science ou à l'autorité de la science, c'est comme si euh,
on se protégeait derrière l'autorité d'un dieu ou d'une vérité qui serait euh, objective, neutre et dégagée de tous les contextes dans lesquels finalement la connaissance émerge en fait. Et donc pour moi, ce que je questionne plus, c'est pourquoi ce besoin d'utiliser la science comme instrument de vérité et de tiers en fait. On peut assumer que la science est contradictoire, on peut assumer que dans un domaine en plus où la science est en train de se faire, qu'on prend une décision à un moment entre guillemets arbitraire et qu'on l'assume en fait. J'ai pas de problème en fait avec ça. Euh, mais la question que je me pose, c'est pourquoi avoir besoin voilà, d'invoquer cette autorité en fait. Et pour revenir maintenant à la question de la psychiatrie, et donc pour revenir à la question de la démocratie, je te rejoins complètement sur cette idée-là, et c'est d'ailleurs cette position un peu radicale qu'évoque de façon un peu implicite Feyerabend en disant c'est une discipline qui je n'ai plus la citation exacte en tête, mais qui n'a pas d'autorité supérieure à d'autres formes de science, et on devrait donc l'inclure dans le débat démocratique, et chacun devrait pouvoir se positionner sur le poids qu'il veut donner à tel ou tel élément de la science. C'est probablement une position plus utopique que réaliste, mais je trouve qu'il y a des éléments qui sont pertinents dans cette réflexion, au moins d'un point de vue théorique, euh, parce que justement le modèle de la science et ce qu'il a comme conséquence, est devenu un argument d'autorité pour justifier ou pour conditionner un certain nombre de décisions dans l'éducation, dans l'enseignement, etc., ou en médecine, par exemple. Euh, mais donc ça implique aussi de faire confiance à la démocratie, de faire confiance à la voix du peuple. Or, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que cette même mouvance scientifique, pro-science et potentiellement rationaliste, a un discours qui s'inquiète finalement de l'irrationalité de la masse, en fait. Ce que certains sociologues ont pu appeler même comme une forme de racisme de classe, en considérant qu'il y avait une masse inéduquée, malléable, qu'il fallait sortir de l'obscurantisme en leur apportant des éléments d'esprit critique, voire de vérité, qui sont basés sur la science. Voilà, ça c'est cet élément qui m'interroge. Un autre point maintenant concernant l'émergence de la psychiatrie comme discipline révolutionnaire, je dirais je ferai un parallèle assez provocateur aussi avec l'émergence justement de certaines thérapies complémentaires présentées comme des thérapies révolutionnaires. En fait, il se trouve que le, le mesmérisme, l'homéopathie, un peu plus tard, l'acupuncture vont être des formes de médecine qui vont émerger au moment justement où qui vont connaître leur popularité dans un contexte de changement révolutionnaire en France et donc qui ont été assimilées aussi à ces pratiques. Alors, je ne fais pas du tout le lien entre les deux, mais je trouve il y a probablement un contexte d'émergence qui a favorisé plusieurs types de mouvements différents, peut-être aussi une plus grande diversité et démocratie de courants à ce moment-là. Je ne sais pas, mais je ne suis pas suffisamment pour pouvoir apporter plus d'éléments sur ce point. Mais je suis très sensible à la question de démocratie que tu évoques et au fait qu'il n'y ait pas de modèle qui s'impose en fait par différents types de raisons, que ce soit par l'argument de la science ou par simplement l'argument d'autorité en fait. Alors, il y avait une question de Alexandra Fautré, si vous voulez la poser à l'oral. Qui parle de science comme la vérité. Il me semble que ce ne sont pas ses prétentions, me trompe. Oui, effectivement, mais la question, c'est tout dépend à qui vous posez la question, en fait. Et je pense que la plupart des scientifiques, justement plutôt modestes ou conscients des limites de la science, ne sont pas dans ce discours de vérité. Ce que je vous parle là, c'est plutôt de la récupération, finalement, de certaines affirmations de la science, et notamment de positions plutôt scientistes, en fait. Donc, c'est ça que je dénonce. Enfin, c'est ça que je questionne, on va dire. Euh, Et même au sein du courant zététicien, il y a, je dirais, une grande diversité. Je ne suis pas en train de résumer ou de, de, de proposer une vision simplificatrice de ce mouvement. C'est pas ça. Je pointe certaines tendances qui me semblent contestables et problématiques. Mais voilà, je ne fais pas de généralisation. Ce serait contraire à ce que je vous ai tenu comme discours tout à l'heure. Je ne généralise pas les positions du collectif NoFakMed à certaines positions de certains membres. En fait, c'est de la même façon. Je veux dire,
il y a beaucoup de personnes qui se revendiquent enfin, qui sont adhérents à ce mouvement-là et qui ont une position nuancée, critique, mais nuancée, en fait. Oui, Fabrice, pour rebondir à ce que tu disais sur le mesmérisme, je trouve ça très éclairant. Je connais pas bien la petite histoire du mesmérisme, mais je crois que ça avait justement un peu obligé à développer en urgence une méthodologie qui, en fait, pour pouvoir évaluer la question du mesmérisme avec la conclusion que c'était une pseudoscience, même si ce n'était pas le terme, mais finalement, ça avait forcé à développer un peu en urgence des aspects de méthodologie, alors qu'en réalité, on n'avait pas les critères de qu'est-ce qui était une science. Enfin, on est presque c'est très trivial, hein, mais comment différencier un bon chasseur d'un mauvais chasseur? Il y a moyen d'ouvrir le débat et à ce qu'il soit sans fin. Par contre, dans ce qui met en jeu sur le moment et dans ces débats-là, le mesmérisme, c'est quand même un très chouette exemple il a fallu aller travailler pour essayer de cautionner ouais. ou attaquer, et au final, ça a été attaqué, ce positionnement-là. Et ce qui a été attaqué et qui en même temps a eu tendance malheureusement à évacuer aussi un autre élément qui est un élément essentiel de l'effet thérapeutique, qui est les effets de suggestion, les effets placebo, etc. Et comme si aujourd'hui on diabolisait un peu ces phénomènes, je suis en train de réfléchir sur un article dans lequel je positionne l'information sur l'effet placebo comme un impératif éthique en fait. Donc renversant en fait l'idée. En fait, je me suis aperçu que quand on pratique ce qu'on appelle l'information éclairée au patient, on lui propose finalement un traitement qui paraît être le traitement, enfin, on lui propose le traitement qui a été validé par des essais randomisés contrôlés contre placebo. Mais à aucun moment on lui dit, finalement, je vous propose ce traitement antidépresseur, par exemple, parce que ça a montré tant d'effets dans une dépression, euh, et en même temps, si je vous donnais un placebo, ben, il y aurait tant d'effets aussi. Donc en fait, c'est pas tout à fait une vraie information éclairée. Je dirais même en poussant le vice un peu plus loin, c'est quasiment une forme de fabrique du consentement en fait. Puisqu'on donne que quelques pièces du puzzle en réalité. Euh, et le placebo aujourd'hui, on n'ose pas en parler parce que justement c'est un sujet tabou, parce que potentiellement ça peut être lié à la tromperie. Or, je vous disais tout à l'heure que justement c'est la pratique courante en fait. Tous les médecins pratiquent ça de façon quotidienne et souvent avec des placebos qui sont des placebos impurs. Ça veut dire des molécules qui ont une action pharmacologique, donc potentiellement iatrogénie, alors qu'ils pourraient utiliser une substance neutre dont on est sûr au moins qu'il n'y a pas iatrogénie. Euh, et donc, cette idée que prescrire le placebo est inéthique, déjà, donc je parle bien du placebo honnête hein, ici, et, considérer que que la prescription du placebo est inéthique, en réalité, elle est pratiquée de façon massive. Et ce qui serait plus éthique, c'est de demander au patient s'il est d'accord avec ce type de pratique. Et ça nous renvoie à tous ces éléments, justement, à un certain nombre d'éléments qui ont été évacués, justement, par l'élément que tu évoquais, là, ce test à l'Académie de médecine pour démontrer que, la- que le mesmérisme était, que les mécanismes du mesmérisme étaient Non pas ceux trop. prétendus par l'auteur. Et ce que tu dis sur le placebo, alors c'est vrai que ça impose de bien distinguer l'effet placebo du placebo, Tout à fait. premièrement, et deuxièmement, c'est tellement incontournable que c'est donné avec probablement bah, enfin, c'est tous les aspects méthodologiques sur la question du placebo. Et en fait, c'est impossible de le neutraliser, y compris au sein de ce qui a le plus de force dans les démonstrations des essais randomisés. Mais là où la situation est compliquée aujourd'hui, c'est dans une comparaison avec l'efficacité d'hier et les premières molécules antidépresseurs de l'époque. En fait, il y a tous les aspects de contexte qui sont modifiés entre-temps et avec une asymétrie ou en tout cas un retour avec une comparaison qui en fait qui est un mythe. La comparaison avec l'efficacité observée après les années 60 est en fait non accessible aujourd'hui dans une comparaison qu'on imaginerait possible comme un gold standard. En fait, le gold Mhm. standard est faussé d'avance, ce qui ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose, mais ce qui veut dire que c'est là aussi une construction sociologique euh, et pas purement biologique. Bon, très, très, très large débat. Mhm. Est-ce que ça s'est quand même pas plus ouvert depuis 10-15 ans, la question de la littérature sur l'effet placebo, quand même avec
des possibilités d'aller observer, regarder ça sans que ce soit un effet honteux qui serait presque donné comme synonyme d'une non-efficacité biologique par ailleurs. Maintenant, justement, avec tout ce développement des recherches sur le placebo honnête, hein, dans lequel on dit au patient qu'on va lui prescrire une molécule qui est pharmacologiquement inactive, et qu'en lui donnant ça, un certain nombre de personnes voilà, activent soit des processus d'auto-guérison, ça dépend comment on le formule. Parfois, il y a un peu une formulation presque autosuggestive, en fait, dans la présentation, mais où le placebo devient prescrit en toute transparence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des sociétés des sociétés de médecine qui ont pris position pour ça, pour dire que c'était pertinent et qu'on devait le soutenir, et d'autres qui considèrent que c'est fondamentalement inéthique, en fait, même quand c'est prescrit de façon honnête. Et donc voilà, c'est ce qu'on essaie d'aborder dans cet article que je prépare, mais pour montrer qu'au final, qu'est-ce qui est le plus inéthique en fait? C'est de laisser faire ce qui se fait aujourd'hui avec tous les travers que je vous ai dit, qui sont, je dirais, le plus bas niveau de l'éthique, ou bien justement d'entrer dans cette information éclairée, voire dans l'utilisation du placebo honnête. Et un chercheur dans les années, là j'ai un recueil de travaux sur la dépression, montrait que, enfin disait, dans les années 90, euh, pour moi, une dépression légère à modérée, ça devrait être d'abord un traitement par placebo et quelques semaines après, s'il n'y a pas d'effet, à ce moment-là, on met en place un traitement antidépresseur. Et j'avais été choqué par ça, parce qu'il était assez direct dans ses propos, mais je trouve qu'il y a du bon sens aussi dedans, parce que ça permet justement de découpler les effets de la première consultation, de la première prescription, etc., les ressources propres du sujet, sans les confondre avec les mécanismes biologiques qui peuvent être engagés avec un médicament. Alors, avec intelligence, bien sûr, toutes les pathologies graves, etc. On ne va pas traiter un épisode psychotique aigu avec. Mais cela dit, les épisodes psychotiques aigus, il y a la rémission sous placebo, c'est 20% des patients quand même. Alors, ce qui peut être une régression à la moyenne, ce qui peut être un tas d'autres choses qui n'ont pas à voir directement avec l'effet placebo, mais malgré tout, même dans ces champs-là, on a des taux de rémission qui ne sont pas si négligeables en fait. Merci. Ou d'avoir En un fait, médecin placebo, bien sûr. Mais en fait, oui, le médecin placebo, pourquoi pas, sauf que en pratique, en fait, 80% des consultations en médecine se finissent par une prescription. Donc, quand vous pouvez vous dire, et en psychiatrie, on est quand même plus habitué à ça, on peut se dire que l'échange, notre technique de psychothérapie aura pu agir. Malgré tout, dans une pratique de médecine un peu classique, la prescription reste difficile à inhiber. Donc, tant qu'à faire, pourquoi pas justement positionner ce placebo net? Il y a Irène qui avait une question, je crois. ouais, ouais. Bah, tout d'abord, je voulais vous remercier pour la rigueur, la clarté de votre intervention que j'ai énormément appréciée. Vraiment, vraiment beaucoup. Et, et deuxièmement, je voulais questionner un peu la question des pseudosciences, voilà, parce que pour comment je l'ai compris, j'ai l'impression qu'il y a un peu de problèmes, disons. D'un côté, la question de la pseudoscience interroge la science et la psychiatrie sur sa méthode. Donc, Mhm. ça, c'est un problème de légitimité interne à la science. Et de l'autre côté, voilà, il y a un problème de pseudosciences qui concerne plutôt l'application de la science, sa démocratisation, comment on fait face au public, aux clients, aux patients, etc. À savoir comment on interagit justement avec tout ce qui est... J'ai photographié tout à l'heure la slide où vous parliez des jeans, marabouts, plutôt que comment on considère tout ça. Et je voulais revenir sur les points où vous disiez, voilà, c'est comme c'est dans les comités de scientifiques, il y a un peu ces classismes, cet élitisme qui considère qu'il y a d'un côté, voilà, le jury scientifique et de l'autre côté des masses irrationnelles. Et, euh, et d'un côté, je voudrais stresser ces points-là. Euh, Tout en disant que, enfin, d'un côté, si on veut être un peu net, c'est vrai, parce que dans une théorie sociale et historique du savoir scientifique, il y a une partie des travailleurs
cognitives, intellectuelles qui produisent la science. Et il y a tout un tas de gens qui profitent de la science. Donc, dans une certaine partie, tout ça, c'est vrai, ça fait partie d'un certain élitisme de nos sociétés. Et donc, plutôt, je me disais que la question n'est pas tant celle quand on réfléchit, quand on pense comment démocratiser la science vis-à-vis de- des citoyens, voilà. La question n'est pas tant celle de renforcer ou de penser à la légitimité interne de la science, mais celle de, comme, enfin, c'est un peu les mouvements depuis en 20 ans d'années, celle de accepter qu'il y a une partie de la science qui se fonde aussi sur des valeurs et la value-based medicine. Et que tout cela fait partie de comment, de manière éthique, on partage et on fait science avec un public. Mhm. Euh, Parce que, oui, voilà, j'ai comme l'impression aussi de ce que, d'un côté, voilà, il y a toute une question qui concerne la méthode scientifique, mais de l'autre côté, il y a les aperçus de la science par les usagers. Et c'est pas vraiment les mêmes débats, c'est pas vraiment la même question. Et je pense que voilà, la période Covid a bien fait éclater ces débats entre qui produit la science Mhm. et ses usagers. Voilà. Oui, et c'est là où voilà, je vous donne aussi mon ressenti très personnel par rapport à cette question, mais toujours en revenant à la question de la pandémie, on a eu, c'est vrai, des théories complètement irrationnelles, des points de vue très radicaux comme ça, anti-science. Ce que j'ai regretté, moi, en fait, c'est parfois une réponse en symétrie des porteurs de la science, voire de certains défenseurs de la science complètement profanes, en fait, parce qu'on a eu une augmentation de la contestation de la science, mais moi, je trouve que sur les réseaux sociaux, avec tous ces débunkers un peu autoproclamés, on a un peu la même chose. C'est une démocratisation, finalement, de la défense de la science. Et souvent par des personnes dont on n'est pas sûr du niveau scientifique ou parfois dont on comprend que les arguments sont avancés sans une réflexion justement sur ces tâches aveugles que sont le scientisme, etc. Et donc, oui, pour moi, il y a le débat se situe beaucoup, enfin, dans ce que j'ai évoqué aujourd'hui aussi, dans la façon dont le message de la science est porté et comment ce message peut être déformé, voire utilisé à des fins potentiellement politiques, en fait. Ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Et je dirais, c'est pas, en soi, c'est pas tant un problème, c'est pas tant un problème, en fait. Mais je pense juste que c'est important que ce soit clair et conscient. Et voilà, comme je vous disais, que j'ai regretté, en fait, cette attaque en symétrie de la défense des scientifiques contre ces théories irrationnelles. C'est pour ça que, en réfléchissant un peu à cette question, pour moi, j'ai l'impression que la seule issue de ça, pour nous, en tout cas universitaires, c'est de faire cet effort d'éclairer les zones du débat et d'éclairer les zones grises. Euh, et donc de donner les éléments qui permettent de penser cette controverse. Et ça, en même temps, c'est un risque parce que c'est sûr, ceux qui sont dans des positions radicales vont pouvoir utiliser les arguments qu'on avance dans ces zones grises pour les retourner contre la science. Mais en même temps, je dirais, souvent, ils n'ont même pas besoin de ça, en fait. Ils les ont trouvés tout seuls. Sauf pour moi, on manque d'espace, justement, de dialectisation où ces éléments qui fondent la complexité, eh bien, sont disponibles pour le public. Et pour moi, c'est là où je dis que finalement, c'est cette contre-attaque de la science qui se prétend lutter contre la désinformation en science, en réalité, elle fait de la désinformation, elle renforce la désinformation. Et c'est pour ça que pour moi, la seule issue honnête dans laquelle je me retrouve, moi, c'est d'éclairer ces zones grises. Et il y a une prise de risque. Euh, et c'est pour ça que je dis, je ne suis pas décideur et j'en suis très content parce que peut-être qu'en tant que décideur, j'aimerais pas trop en fait qu'on parle de ces zones grises parce que de fait, ça va être, c'est quelque chose qui va pas consolider, enfin pas faire la place facile à la position dominante. Euh, mais bon, ça c'est pas mon problème en fait. Mhm. Bien, on va arrêter ce débat passionnant qui pourrait durer, j'en suis sûr, toute la nuit, pour s'arrêter à l'heure dite, donc 22 heures, et pour vous dire qu'on te remercie beaucoup, Fabrice, pour avoir été là et avoir partagé, on le sent, cette pensée
qui est encore en aventure. Et on voit là bien cette démarche scientifique. Et merci à toutes et tous d'avoir été présents. On vous invite à nous rejoindre le 14 mai, donc à 19 heures. Vous trouverez sûrement facilement sur les réseaux sociaux ou sur notre page web l'invitation pour écouter les professeurs Jean-Marie Azorin et Raoul Belzo, deux neurophénoménologues de deux générations différentes, dialoguer autour des questions de troubles de l'humeur. On vous remercie. Une bonne soirée à toutes et tous. Bonne soirée.